Il y a 12 800 ans, des mammouths de 4 mètres pesant 8 tonnes et des tigres à dents de sabre avec des canines de 20 centimètres dominaient les plaines gelées de l'Amérique du Nord à la Sibérie. Mais quand des fragments d'une comète de 4 kilomètres de diamètre ont frappé la calotte glaciaire canadienne, l'explosion équivalente à 10 millions de mégatonnes a instantanément vaporisé 10 milliards de tonnes de glace, initiant un hiver d'impact qui durerait 1200 ans et réduirait la température mondiale de 12 degrés Celsius en seulement 6 mois, gelant 35% de la mégafaune en quelques semaines. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Détendez-vous, installez-vous confortablement et préparez-vous pour ce voyage. Avez-vous déjà imaginé un monde rempli d'animaux aussi grands que des maisons ? Un monde où des créatures étranges et puissantes marchaient tranquillement sur la neige, où le vent soufflait entre des arbres géants et où chaque jour ressemblait à une aventure dangereuse mais fascinante. C'est dans ce monde très ancien que commence notre histoire. Il y a environ 12 800 années, la Terre ne ressemblait pas du tout à celle que nous connaissons aujourd'hui. Les continents et les climats étaient différents. De vastes régions du nord étaient couvertes de forêts, de grandes plaines et de vallées profondes. L'air était souvent froid, surtout pendant de longues périodes de l'année, mais pendant quelques mois, la nature offrait beaucoup de nourriture verte. Dans ces paysages, des animaux extraordinaires vivaient en liberté. Le plus connu de ces géants était le mammouth laineux. Imaginez un animal qui ressemble à un éléphant, mais encore plus grand et recouvert d'une fourrure très épaisse, longue et brune. Cette fourrure protégeait le mammouth contre le froid glacial. Il avait aussi de grandes défenses, longues et recourbées vers le haut, qui lui servaient à déterrer la neige pour trouver de l'herbe ou de petits buissons cachés dessous. Les mammouths vivaient en troupeaux, parfois composés de 10 ou 15 individus. Ils étaient calmes mais très forts. Quand ils marchaient, la neige s'enfonçait sous leurs larges pieds. Il n'y avait pas que les mammouths qui dominaient ces territoires glacés. Un autre animal impressionnant rôdait dans les mêmes forêts et plaines, le tigre à dents de sabre. Ce tigre avait un corps musclé et robuste, un pelage épais, mais surtout, il possédait des crocs très longs et tranchants. Certains de ces crocs mesuraient presque la longueur d'une main d'adulte. Le tigre à dents de sabre était un prédateur redoutable. Il pouvait attaquer les jeunes mammouths, les bisons ou d'autres animaux qui s'aventuraient seuls. Il se cachait dans les herbes hautes ou derrière un arbre, avançant sans bruit grâce à ses pattes puissantes, puis bondissait sur sa proie. Il vivait souvent en petits groupes ou parfois seul. D'autres géants peuplaient les bois. Le paresseux géant était l'un des plus surprenants. Sa taille était immense. Il pouvait mesurer plus de 6 mètres lorsqu'il se dressait sur ses pattes arrière. Son corps était lourd et massif, recouvert d'une sorte de fourrure épaisse. Mais ce paresseux, contrairement aux autres animaux dangereux, était pacifique. Il se nourrissait principalement de feuilles, de branches tendres et de fruits trouvés dans les arbres. Il avançait lentement, posant chacune de ses énormes pattes sur le sol, cherchant sa nourriture avec soin. Son cou long lui permettait d'atteindre les branches élevées là où d'autres animaux ne pouvaient pas manger. À côté des paresseux géants vivaient aussi des bisons géants. Ceux-ci étaient très différents des bisons actuels. Ils étaient beaucoup plus grands et pesaient souvent plus de 1000 kilogrammes. Leur tête était large, couverte de longs poils, leurs cornes étaient pointues et puissantes. Les bisons se déplaçaient en grands troupeaux, formant de longues lignes dans la neige ou dans les herbes. Parfois, on pouvait en voir des centaines marcher ensemble pour chercher de nouveaux pâturages. Quand ils couraient, la terre tremblait sous leurs sabots. Les bisons étaient très importants pour l'équilibre de la nature, car ils broutaient l'herbe et ouvraient des chemins dans la forêt, permettant à d'autres animaux de trouver à manger. Près des rivières gelées, un autre géant attirait l'attention, le castor géant. Ce castor pouvait mesurer 2 mètres avec une queue large et plate, très utile pour nager dans l'eau froide ou pour construire des petits barrages de branches. Ses dents étaient robustes et très longues. Elles lui servaient à couper les troncs d'arbres et à fabriquer son abri près de la rive.
Les castors géants se rassemblaient pour construire ensemble, formant des groupes soudés. Leur habitat près de l'eau leur permettait de trouver plantes aquatiques, racines et de se réfugier quand arrivait le danger. On appelle tous ces animaux la mégafaune. Ce mot signifie simplement « grande faune », c'est-à-dire des animaux plus gros que la plupart de ceux qu'on connaît aujourd'hui. La mégafaune regroupait d'autres espèces encore. Il y avait des cerfs géants aux bois immenses, certains oiseaux incapables de voler qui couraient très vite, et même de grands ours plus forts que les ours bruns actuels. Chaque animal avait trouvé sa place dans cet univers froid, chacun jouait un rôle important. Le climat de cette époque n'était pas facile. Plusieurs mois de l'année, la neige couvrait la terre. Les arbres avaient du mal à faire pousser leurs feuilles. Pourtant, pendant un temps court, le printemps arrivait. À ce moment, l'herbe devenait verte, les fleurs poussaient sur les bords des rivières et les arbres donnaient des jeunes pousses. C'était la saison préférée de tous les grands herbivores. Ils mangeaient beaucoup en peu de temps pour préparer le long hiver. Chaque espèce connaissait parfaitement la nature qui l'entourait. Les mammouths se rappelaient les lieux où l'herbe poussait le mieux après la fonte des neiges. Les bisons se déplaçaient vers les vallées où l'eau était plus facile à trouver. Les paresseux géants restaient aux endroits où il y avait toujours quelques feuillages. Même les tigres à dents de sabre savaient attendre patiemment l'arrivée des animaux plus faibles ou épuisés pour chasser uniquement quand ils avaient une chance de réussir. La vie n'était pas paisible tous les jours. Les animaux de la mégafaune devaient faire attention aux dangers. Le froid pouvait être terrible pendant certaines nuits. Parfois, il ne tombait aucune neige fraîche pendant des semaines, rendant la nourriture rare. En hiver, la glace était si solide sur les rivières que même les mammouths hésitaient à la traverser. Parfois, on entendait des craquements étranges. Il arrivait qu'un animal trop lourd tombe dans l'eau glacée où il était difficile de survivre. Sur cette terre ancienne, les arbres se dressaient côte à côte pendant plusieurs centaines de mètres, formant de grandes forêts épaisses. Les troncs étaient recouverts de mousse, protégés contre le vent et le gel. Entre les arbres, le sol était souvent humide, parfois boueux, plein de végétation morte ou de branches cassées sous le poids de la neige. Dans les vallées, des rivières coulaient lentement, recouvertes d'une couche de glace lisse pendant les mois les plus froids. Au printemps, la glace fondait et l'eau reprenait sa course, charriant des morceaux de bois autant que des petits poissons. D'autres animaux plus petits vivaient aussi dans ce décor. Les lièvres à fourrure blanche sautillaient entre les buissons, guettant les dangers. Les loups, moins grands mais très habiles, cherchaient en groupe leur proie parmi les jeunes animaux. Des oiseaux voyageaient d'un arbre à l'autre à la recherche de baies, tandis que des grenouilles attendaient patiemment la chaleur pour sortir de leur cachette sous la boue gelée. Dans ce monde peuplé de géants, chaque chose était à sa place. Le cycle des saisons rythmait la vie. Le froid obligeait les animaux à se préparer bien à l'avance. Construire un abri, constituer des réserves de nourriture et rester en groupe était essentiel pour survivre. Il y avait peu de place pour l'erreur. Un jeune mammouth sans troupeau risquait sa vie. Un bison malade devenait vite la cible des prédateurs. Même le paresseux géant devait faire attention en quittant la forêt pour trouver de nouvelles branches à manger. Cette diversité animale faisait la richesse de cette époque. Dans une seule plaine, on pouvait voir plusieurs espèces de la mégafaune se croiser. Parfois, on entendait les cris des oiseaux qui signalaient l'arrivée des tigres à dents de sabre. D'autres fois, la terre vibrait lorsque des groupes de bisons traversaient une rivière en courant. Les sons étaient toujours présents. Le craquement de la neige sous les pas, le vent dans les branches, le grondement lointain des mammouths appelant leurs troupeaux. Les relations entre les animaux étaient complexes. Certains vivaient en groupes soudés pour se protéger. Les mammouths formaient des familles avec les petits au centre, protégés par les adultes. Les bisons, eux aussi, entouraient leurs jeunes pour éviter les attaques de loups ou de tigres à dents de sabre. D'autres espèces étaient plus solitaires, comme les grands ours, qui cherchaient seuls leur nourriture et dormaient parfois de longs mois dans un abri creusé dans la colline. Les castors géants, eux, vivaient non loin les uns des autres, partageant l'eau,
mais construisant chacun sa propre hutte de branches et de boue. La vie dans ce monde ancien exigeait beaucoup d'efforts et de vigilance. Les naissances avaient généralement lieu au printemps, lorsque les températures étaient plus douces et la nourriture plus abondante. Les petits apprenaient très vite à suivre les adultes, à se méfier des ennemis et à reconnaître des plantes comestibles. Un jeune paresseux restait accroché au dos de sa mère de longs mois, apprenant à grimper et à choisir les meilleures feuilles. Chez les mammouths, les anciens guidèrent le troupeau vers les meilleures pâtures, transmettant leur expérience à la génération suivante. Parfois, la nature devenait dangereuse d'une autre façon. Il arrivait que le sol se mette à trembler, ou bien que de grandes pluies fassent déborder les rivières. Après des tempêtes, des arbres tombaient, bloquant le passage pour les grandes migrations. Mais l'équilibre revenait toujours. La végétation repoussait, les animaux se rassemblaient à nouveau et la vie reprenait peu à peu son cours. Les traces de ce monde de géants sont encore visibles aujourd'hui, bien que les animaux aient perdu leur place. Sous la terre gelée, dans les forêts nordiques et sur les bords des anciennes rivières, on trouve encore des restes de défense de mammouths, de grands os d'ours ou de cornes de bison. Les scientifiques étudient ces fossiles pour comprendre la vie d'autrefois. Ils savent maintenant que la mégafaune n'était pas seulement composée de monstres puissants, mais d'animaux capables d'adapter leur vie aux changements de la nature, de collaborer avec d'autres espèces et de survivre dans des conditions très difficiles. Ce monde ancien, peuplé de géants, montre la force de la vie sur Terre, la variété des espèces et l'importance de chaque animal dans la grande histoire de notre planète. Grâce à ces animaux incroyables, la Terre de cette époque était un lieu vivant, riche et plein de surprises. Sur cette Terre couverte de géants, le décor naturel jouait un rôle essentiel. Les animaux ne vivaient pas seuls, tout autour d'eux, sur des milliers de kilomètres, la glace et la neige façonnaient la surface du sol, l'air et même la lumière du jour. Le climat de cette époque était très particulier. Une grande partie de l'Amérique du Nord et du nord de l'Eurasie ne ressemblait pas aux régions que nous connaissons maintenant. Les hivers étaient très longs, souvent plus longs que les étés, et le froid pouvait surprendre même les espèces les plus robustes. Dans le nord, d'immenses champs de neige couvraient presque tout le paysage. Parfois, la neige tombait sans s'arrêter pendant de nombreux jours. Elle s'accumulait couche après couche, formant un manteau épais qui cachait les herbes, les buissons et même les petites collines. En marchant, les animaux laissaient derrière eux des traces profondes qui se remplissaient de nouveau à la prochaine chute de neige. Dans ces endroits, il était difficile de trouver de la nourriture quand la terre restait couverte de blanc pendant presque toute la saison froide. Les journées étaient souvent courtes. Parfois, le soleil restait caché derrière de gros nuages et la lumière semblait grise ou pâle. Les nuits arrivaient vite. L'air était très sec à cause du gel. Les arbres, qui se dressaient dans les forêts, perdaient souvent leurs feuilles à l'arrivée de l'hiver. Certains restaient verts, mais beaucoup de branches étaient nues, couvertes de givre ou chargées de neige. Dans les vallées, la situation était un peu différente. Le relief protégeait parfois du vent le plus violent et la neige s'accumulait moins vite. Là, les rivières traversaient ces espaces, mais elles gelaient dès que les températures baissaient. La glace recouvrait leur surface pendant de très longues semaines. Des castors géants y faisaient leur barrage, essayant de garder un peu d'eau liquide, mais la plupart du temps, toute la rivière était prise dans la glace. Les plaines étaient de grands espaces ouverts. Pendant plusieurs mois, seule la glace brillait sous le peu de soleil. La brume recouvrait parfois l'horizon, rendant le paysage silencieux et mystérieux. Les bisons géants aimaient marcher sur ces terres plates pour trouver des touffes d'herbe qui arrivaient à pousser dès qu'une partie de la neige fondait. Parfois, la neige devenait si épaisse qu'il était difficile de marcher. Même les mammouths, avec leurs pieds larges, pouvaient s'enfoncer jusqu'aux genoux. Pour avancer, ils utilisaient leurs trompes puissantes et leur défense pour pousser la neige de côté et se frayer un chemin. Cela leur demandait beaucoup d'efforts et de temps, surtout si le groupe était grand. La glace, elle aussi, avait ses propres dangers.
Beaucoup de lacs se formaient quand l'eau de pluie ou les rivières restaient enfermées entre les terrains plus hauts. En hiver, ces lacs devenaient d'épais blocs de glace, souvent profilés par le vent. Mais au printemps ou pendant les rares journées un peu plus douces, la glace pouvait céder soudainement. Il arrivait qu'un animal tombe dans l'eau gelée et se noie, car il était presque impossible d'en sortir seul. Les glaciers, immenses rivières de glace qui couvraient tout le nord, avançaient très lentement dans les grandes vallées. Leur poids était si grand qu'ils écrasèrent la terre en dessous d'eux. Parfois, ils poussaient des blocs de pierre sur des kilomètres. À certains endroits, le glacier montait jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Lorsque les conditions s'adoucissaient, des morceaux pouvaient se détacher et rouler dans la vallée comme de petites collines brillantes. Dans ces paysages glacés, la végétation souffrait beaucoup. Les plantes devaient attendre les jours plus chauds pour pousser. Pendant les courts étés, des herbes vertes tapissaient les bords des rivières, les lacs et les fonds des vallées. Les arbres avaient juste le temps d'ouvrir leurs feuilles, puis le froid revenait, stoppant leur croissance. Mais c'était suffisant pour nourrir la grande faune. Les mammouths consommaient des dizaines de kilos d'herbe en une seule journée. Les bisons mangeaient aussi beaucoup, laissant peu de temps aux jeunes pousses pour grandir. Dans les coins abrités du vent, la nature s'organisait différemment. Les forêts épaisses retenaient un peu la chaleur. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, de brindilles et de mousse. Ici, les paresseux géants trouvaient refuge et nourriture même quand le climat dehors devenait mauvais. Ils passaient de longues heures à chercher les branches les plus tendres. Quand le froid était trop intense, ils restaient tout simplement immobiles, économisant leur énergie. Mais tous les animaux n'avaient pas cette chance. Beaucoup de rivières étaient totalement obstruées par la glace une grande partie de l'année. Cela empêchait certains animaux de boire ou de traverser d'un territoire à l'autre. Les animaux devaient alors parcourir de très longues distances pour trouver de petits points d'eau ou des zones moins gelées. Cette difficulté ajoutait au danger quotidien car les prédateurs savaient très bien où leurs proies étaient obligées d'aller. Le vent était violent presque tout le temps. Il pouvait geler la peau en quelques minutes. Les mammouths et bisons étaient protégés par leur fourrure. Mais les jeunes animaux ou ceux malades devaient trouver un abri derrière les arbres ou dans un creux du terrain. Parfois, le vent poussait la neige en grandes vagues, recouvrant les traces, effaçant le passage de tout ce qui était venu avant. Les tempêtes de neige étaient fréquentes. Sans prévenir, le ciel devenait gris foncé, le vent accélérait, et la neige tombait en rafales épaisses. Il devenait difficile de voir à plus de quelques mètres. Les animaux s'arrêtaient de bouger et se blottissaient les uns contre les autres pour attendre la fin. Quand la tempête passait, tout semblait nouveau. Le sol, les arbres, les rochers, tout était recouvert d'une nouvelle couche de blanc. Il fallait alors recommencer à chercher la nourriture, à creuser dans la neige. Le sol gelé était dur, impossible à creuser pour la plupart des animaux, sauf pour certains, comme les loups ou les renards, qui savaient trouver de petites poches où la terre restait souple grâce à la chaleur des racines ou à la présence de mousse. Les oiseaux aussi cherchaient ces abris cachés pour se protéger. Le castor géant, lui, construisait ses huttes sous la glace, utilisant la boue gelée pour renforcer sa maison et garder un peu de chaleur à l'intérieur. Le paysage était toujours changeant. Parfois, le froid faisait éclater les pierres, créant de nouvelles formes sur les bords des rivières. Certaines plaines devenaient marécageuses au printemps quand la neige fondait trop rapidement. L'eau formée s'étendait sur des kilomètres, remplissant de petites vallées, puis elle gelait de nouveau dès le retour du froid, piégeant des branches et même parfois des animaux. Chaque détail du paysage avait une importance pour la vie des animaux. Un trou dans la glace pouvait signifier un accès à l'eau. Un petit monticule de terre pouvait servir de refuge contre le vent. Quand la neige était moins profonde dans un lieu précis, c'était souvent là que les troupeaux de mammouths ou de bisons allèrent d'abord. La faune devait aussi surveiller les signes du changement de saison. Dès que la lumière du soleil augmentait, même légèrement, l'herbe tentait de sortir à travers la neige fondante.
Cela signalait le début de la migration pour plusieurs espèces. Les bisons commençaient leur long voyage vers le sud. Les mammouths cherchaient les vallées où la neige disparaissait en premier. Et même les oiseaux changeaient leurs habitudes. Certains restaient, d'autres partaient très loin vers des régions plus douces. Pendant les brefs étés, le paysage se transformait à grande vitesse. L'eau inondait le sol et nourrissait les plantes. Les arbres ouvraient leurs bourgeons, portant des feuilles vertes pendant quelques semaines seulement. Les animaux profitaient de cette période. Les adultes mangeaient sans arrêt. Les jeunes grandissaient vite. À la fin de l'été, la terre redevenait dure, le vent se faisait glacial et la neige revenait couvrir tout ce qui avait poussé. Dans les endroits les plus au nord, il y avait des jours où le soleil ne disparaissait presque pas. Il restait visible très bas à l'horizon, même pendant la nuit. Mais cela ne voulait pas dire qu'il faisait chaud. La température restait basse et le sol continuait de geler en profondeur. Ce phénomène empêchait beaucoup de plantes de pousser plus haut ou de donner des fruits, limitant la nourriture pour les herbivores. Très loin dans le sud, les paysages étaient un peu différents. Même si le climat restait frais, la glace recouvrait seulement les sommets des montagnes. Les forêts étaient un peu plus denses, la végétation un peu plus variée, et les rivières restaient parfois liquides même au cœur de l'hiver. Certains animaux, surtout les plus petits, préféraient ces régions où il était possible de trouver de la nourriture toute l'année. D'autres n'avaient pas le choix, car ils ne survivaient que dans le grand froid du nord. La vie était aussi marquée par les catastrophes naturelles fréquentes. Les chutes de neige trop importantes faisaient parfois céder les branches des arbres, bloquant des passages. La fonte brutale de la neige à la fin du printemps créait soudain de grandes inondations qui couvraient tout, détruisant parfois les abris construits avec tant d'efforts. Les glaciers eux-mêmes pouvaient se briser. Un bruit sourd annonçait alors le déplacement d'énormes blocs, changeant pour toujours la forme des vallées. Certains endroits étaient plus abrités grâce à la géographie. Dans les creux, entre deux collines, la neige restait moins longtemps. Les animaux connaissaient ces lieux. Les anciens mammouths y menaient leurs troupeaux dès qu'ils sentaient la neige ramollir sous leurs pieds. De même, les bisons cherchaient toujours les bords des rivières, là où l'eau bougeait assez vite pour empêcher l'épaisse couche de glace de se former. Parfois, le ciel était si clair que l'on voyait très loin à l'horizon, des montagnes blanches aux forêts sombres en passant par des champs couverts de givre. Mais il suffisait d'un changement soudain pour que tout soit de nouveau caché sous des nuages lourds et des tempêtes venues du nord. Le vent pouvait alors changer de direction, apporter encore plus de froid, et tout le paysage se transformait en quelques heures seulement. Au fil des années, les marques laissées par les glaciers devenaient visibles. Ils sculptaient des vallées profondes, creusaient des passages dans la roche, et déposaient sur leur chemin de vastes étendues de pierres, de sable et de boue. Lorsque la glace reculait, elle laissait derrière elle des lacs, de nouveaux ruisseaux et des terres encore humides. La nature avait ainsi créé une mosaïque de paysages, forêts épaisses, champs ouverts, marécages, étendues glacées, montagnes et rivières. La diversité de ces environnements expliquait en partie pourquoi la mégafaune était si variée. Certains animaux vivaient surtout dans les forêts, d'autres préféraient les grands espaces ouverts. Certains trouvaient leur nourriture sous la glace, d'autres mangeaient seulement l'herbe tendre du printemps. Mais tous dépendaient du rythme des saisons et de la générosité de la nature. Il suffisait qu'un hiver soit un peu plus long ou plus rude pour que l'équilibre fragile soit rompu. Dans ces régions de glace et de neige, la vie suivait pourtant son cours, et les animaux trouvaient des façons de s'adapter chaque année, cherchant toujours un abri meilleur, une nouvelle source de nourriture, un chemin plus sûr. La survie dépendait de la connaissance de la terre et de la capacité à supporter les pires moments. C'était un monde impressionnant, difficile, mais aussi plein de richesses pour ceux qui savaient écouter la nature et lire les signes du paysage autour d'eux. Dans cette nature remplie de glace, de neige, de forêts épaisses et de rivières gelées, un autre habitant devait aussi lutter chaque jour pour survivre. L'homme. Les humains de cette époque vivaient au milieu des animaux géants et des saisons extrêmes. Leur vie était très différente de celle des personnes d'aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'ils ressentaient,
et comment ils faisaient pour vivre, il faut regarder tous les aspects de leur quotidien, du réveil au coucher, de la recherche de nourriture à la protection contre le froid. Les humains vivaient en petits groupes. Chaque groupe était composé de quelques familles réunies. Il pouvait y avoir 10, parfois 20 ou 25 personnes, mais rarement plus. Ils formaient une tribu avec des enfants, des adultes, des anciens. Être nombreux était dangereux car il devenait difficile de trouver assez de nourriture pour tous dans une région où la nourriture restait rare et où le climat était exigeant. Chacun jouait un rôle précis dans le groupe. Les adultes chassaient, les enfants ramassaient le bois ou des plantes. Les anciens racontaient les savoirs, expliquaient les itinéraires pour éviter les dangers, enseignaient aux plus jeunes comment reconnaître la météo ou approcher un animal. Le matin, même pendant les longs hivers, les humains devaient se lever très tôt. La première chose à faire était de raviver le feu. Sans feu, il était presque impossible de tenir face au froid. Ils utilisaient du bois sec, de la mousse, parfois des petits bouts de branches. Les plus jeunes devaient souvent souffler doucement pour ranimer la braise. Un bon feu donnait de la chaleur à l'abri et permettait de cuire la viande pour la journée. Les abris construits par ces humains étaient simples mais ingénieux. Ils utilisaient les matériaux trouvés dans la nature autour d'eux. Au printemps et en été, ils ramassaient de longues branches, des feuilles épaisses, de l'écorce. Parfois, ils utilisaient des os de mammouth ou de bison pour former la structure de la maison. Quand l'hiver arrivait, ils recouvraient tout de peaux d'animaux, bien séchées et tendues, pour garder la chaleur à l'intérieur et bloquer le vent froid. Dans les régions très enneigées, ils fabriquaient des abris en blocs de neige tassés ou de la terre mêlée à des branches. Chaque abri avait un petit trou circulaire en haut pour laisser sortir la fumée du feu. Le sol était recouvert de feuillage ou de fourrure, parfois même de mousse séchée, pour ne pas dormir directement sur la glace ou la terre froide. Les humains dormaient les uns tout près des autres, enfants contre adultes, pour partager leur chaleur et éviter de geler pendant la nuit. Trouver à manger était une tâche de chaque jour. Les humains de cette époque étaient des chasseurs et des cueilleurs. Ils devaient sans cesse marcher, parfois durant des heures, pour repérer les traces d'animaux sur la neige. Ils suivaient les empreintes des bisons, des rennes, parfois des lapins. Parfois, ils tendaient des pièges faits de cordes de plantes ou de tendons d'animaux près de petites clairières ou à côté des rivières où passaient les animaux pour boire. Pour la chasse, ils utilisaient des outils faits par leurs propres mains. Les pointes de flèches étaient taillées dans la pierre dure, fixées avec de la résine et des tendons sur des branches droites. Ils taillaient des lames bien affûtées pour couper la viande ou gratter la peau des animaux. Parfois, ils utilisaient des harpons en os pour pêcher dans les trous de la glace. Les arcs étaient faits avec le bois le plus flexible possible et des cordes solides. La chasse demandait une grande patience. Il fallait se cacher longtemps derrière des arbres ou dans de petits fossés creusés dans la neige, attendre sans bouger jusqu'à ce qu'un animal s'approche. Quand les mammouths passaient, les humains restaient à distance car ces animaux pouvaient être très dangereux. Ils préféraient viser des bêtes plus petites ou des jeunes car il était plus facile de les attraper. Quand la chasse était bonne, tout le groupe se réunissait pour dépecer l'animal. On séparait la viande, la graisse, la peau et les os. Rien n'était perdu. La viande était mangée fraîche ou, si le climat le permettait, séchée sur des supports en bois ou fumée près du feu pour la garder plus longtemps. Les peaux étaient soigneusement nettoyées et travaillées, puis utilisées pour faire des vêtements, des couvertures ou renforcer l'abri. Les os servaient à fabriquer des outils, des aiguilles, des supports, parfois même des bijoux ou de petits objets de jeu pour les enfants. Lors des périodes où la chasse était plus difficile, les humains cherchaient des plantes sauvages pour compléter leur repas. Cela se produisait surtout au printemps et en été. Ils ramassaient des baies rouges, des racines, du bulbe d'iris ou d'autres plantes comestibles. Ils connaissaient par cœur quelles plantes pouvaient se manger et lesquelles étaient dangereuses. Les enfants apprenaient à reconnaître la forme des feuilles, l'odeur des fleurs, la couleur de la tige. L'eau était aussi essentielle. Durant la saison froide, elle venait principalement de la neige fondue.
Les humains ramassaient la neige la plus propre, la faisaient fondre sur le feu ou la laissaient dans une coupe proche des braises jusqu'à ce qu'elle devienne liquide. Quand les rivières n'étaient pas totalement gelées, ils utilisaient des récipients faits en écorce ou en petits bois tressés pour la porter jusqu'à l'abri. Pour se protéger du froid, il fallait porter des vêtements épais. Les habits étaient faits avec les peaux de mammouth, de bison, parfois de loup ou de cerf. La laine épaisse servait de manteau, de gants, de bottes. Les femmes confectionnaient les vêtements, cousaient les morceaux de peau ensemble avec des fils de tendons. Chaque famille avait ses propres techniques, ses motifs sur les vêtements, créés avec des colorants naturels tirés de la terre ou de certaines plantes. Les chaussures étaient particulièrement importantes. Si les pieds gelaient, il devenait presque impossible de marcher, de chasser ou même de survivre. Les bottes étaient formées de plusieurs couches de peau et de fourrure, parfois remplies d'herbes séchées. Pour les mains, on utilisait de petites moufles cousues avec soin. La vie quotidienne était pleine de gestes précis et de savoir-faire transmis de génération en génération. Il fallait entretenir les outils, réparer les vêtements troués, renforcer les abris avant les grandes tempêtes. Les hommes et les femmes apprenaient depuis l'enfance à allumer un feu sous la neige, à suivre une piste dans la tempête, à reconnaître le chant des oiseaux qui avertissaient du danger. Même les loisirs étaient liés à la nature. Les enfants jouaient en lançant des petits cailloux dans la neige, faisaient des dessins avec des bâtons sur la glace ou cherchaient à imiter les adultes en fabriquant leurs mini-arcs ou leurs mini-pièges avec des bouts de corde. La nuit, les familles se regroupaient devant le feu. Les plus anciens racontaient des histoires de chasse, des légendes d'animaux disparus, des récits de grandes migrations passées. Ces moments aidaient à renforcer le lien entre tous et donnaient du courage pour affronter la vie difficile. L'union du groupe était primordiale. Si un membre était blessé ou malade, tous partageaient les tâches pour qu'il puisse guérir. Les plantes médicinales étaient utilisées pour soigner les blessures, calmer la fièvre, soulager les douleurs. Les savoirs sur la nature étaient gardés précieux et transmis avec soin. Chaque remède, chaque astuce pour survivre en pleine neige, chaque conseil pour la chasse ou la pêche était comme un secret à partager avec confiance. Le déplacement était essentiel dans la vie de ces groupes humains. Ils ne restaient jamais longtemps au même endroit. Quand la nourriture devenait trop rare ou que la neige était trop profonde, ils démontèrent leurs abris, emportaient le nécessaire sur le dos ou sur de simples traîneaux faits en bois et partaient chercher un endroit plus favorable. Ils savaient où se trouvaient les grandes routes des animaux, où l'herbe poussait le mieux, où les rivières mettaient plus de temps à geler. Parfois, ils parcouraient plusieurs dizaines de kilomètres en quelques jours sous le vent et la neige, poussés par la faim ou par le besoin de trouver un abri contre la tempête. La nuit, ils établissaient un campement sommaire. On installait le feu au centre et chacun aménageait son coin avec des branches et des pots. Les veilleurs restaient debout pour surveiller les prédateurs. Parfois, on entendait le hurlement des loups dans le lointain ou le grondement des bisons qui passaient près du camp. Quand tout devenait silencieux, il fallait redoubler d'attention, car le danger n'était jamais loin. Un tigre à dents de sabre pouvait surgir sans un bruit. Les échanges entre groupes humains existaient aussi. Quand deux groupes se rencontraient, s'ils venaient de familles amies, ils partageaient des nouvelles, échangeaient des objets, racontaient leurs découvertes sur les meilleures routes ou les dangers rencontrés. Il arrivait qu'on échange une pointe de flèche contre de la viande séchée, un morceau de cuir rare contre un nouvel outil taillé. Ces moments d'échange étaient importants pour la survie, car ils permettaient de renouveler ce qui manquait et de partager les bonnes idées. Les humains observaient beaucoup leur environnement. Ils regardaient la forme des nuages pour prévoir la météo. Ils savaient où poussaient certaines plantes médicinales ou comestibles. Ils suivaient les traces d'animaux, repéraient les lieux où les mammouths grattaient la neige ou où les bisons dormaient et évitaient les endroits trop dangereux comme les bords fragiles de la glace ou les marécages couverts de neige. Ils connaissaient aussi les cycles de la lune qui leur indiquaient quand changer de camp ou quand attendre la fonte des neiges. L'art faisait aussi partie de leur vie. Parfois,
Ils gravaient des formes d'animaux ou de mains sur des os ou des pierres plates. Ils utilisaient des poudres de charbon ou d'argile pour dessiner sur la paroi intérieure de leurs abris. Ces dessins montraient leur rapport à la nature, leur vision des animaux autour d'eux ou leurs espoirs pour la chasse. Il arrivait aussi qu'ils fabriquent des amulettes, de petits objets en dents ou en cailloux polis qu'ils portaient autour du cou pour se protéger ou porter chance lors des déplacements. La peur et le respect des grands animaux faisaient partie de la pensée de chaque humain. Un troupeau de mammouths pouvait tout renverser sur son passage. Un tigre à dents de sabre attaquait parfois pendant la nuit. Les ours géants venaient fouiller les réserves de nourriture. Même les grands cerfs pouvaient devenir dangereux lors des grandes migrations. Chaque homme et chaque femme savait qu'il fallait toujours avoir un abri sûr, un feu allumé, une arme à portée de main. Les rituels rythmaient certains moments importants. La première chasse d'un adolescent, l'arrivée d'une naissance dans le groupe, le retour d'une expédition dangereuse. Les familles dessinaient des symboles sur la neige, chantaient des chants anciens, partageaient un repas autour du feu. Ces rituels étaient une façon de donner du sens à la vie difficile, de se protéger de la peur et de renforcer la cohésion du groupe. L'éducation des plus jeunes était très attentive. Les enfants apprenaient très tôt à ne pas s'éloigner du groupe, à reconnaître les traces des animaux dangereux, à respecter le feu, à obéir aux anciens. Ils participaient aux tâches dès qu'ils en étaient capables. Ramasser le bois, essayer de tailler une pierre, porter un récipient de neige, secouer les pots qui servaient de couverture. Chaque progrès était encouragé, car chaque habileté pouvait faire la différence un jour de tempête ou de grand froid. La maladie existait aussi. Quand le froid était trop intense, certains tombaient malades, d'autres se blessaient en chassant ou en migrant. Les humains utilisaient toutes les ressources de la nature, plantes contre la douleur, tisanes contre la fièvre, cataplasmes faits de boue ou de feuilles écrasées. Les groupes savaient que la maladie était dangereuse, surtout pendant les périodes où la nourriture était rare ou quand il fallait marcher longtemps pour éviter le froid ou la neige trop profonde. Malgré toutes ces difficultés, il arrivait aussi que les humains découvrent de nouveaux territoires. Parfois, en avançant dans la neige, ils trouvaient une vallée plus douce, une petite plaine escarpée où la nourriture était plus abondante, une grotte creusée dans la roche qui pouvait servir d'abri pendant plusieurs semaines. Le sentiment de sécurité était alors très précieux, mais il ne durait jamais très longtemps. Le climat, les animaux ou la faim les poussaient toujours un peu plus loin. La vie des humains dans ce monde glacé était donc faite de courage, d'endurance, de partage et d'observation constante de tout ce qui les entourait. Chaque jour était un défi à relever et chaque victoire, même modeste, permettait au groupe d'avancer, d'apprendre encore et de transmettre ce savoir aux générations suivantes. L'immensité glacée paraissait éternelle pour les humains et les animaux, mais les jours tranquilles pouvaient basculer sans prévenir. Alors que chaque groupe poursuivait sa routine, que les premiers signes du printemps apparaissaient timidement, que les troupeaux cherchaient de nouvelles pousses et que les hommes regardèrent le ciel pour deviner le prochain changement du temps, quelque chose de totalement inattendu était en train de se produire très loin au-dessus de la terre. Personne n'avait remarqué de changement dans la lumière du matin ou la couleur des nuages. Les oiseaux volaient bas, les bisons grattaient la neige, les paresseux géants se nourrissaient lentement dans les forêts. Pourtant, à une distance immense, bien au-delà des montagnes, à une hauteur impossible à imaginer, une énorme comète voyageait dans l'espace, approchant à grande vitesse de la Terre. Cette comète, formée de glace sale, de roches et de poussière, n'était pas visible à l'œil nu. Aucun humain ne pouvait deviner l'arrivée de ce danger. La comète s'est rapprochée de l'atmosphère de la planète. À ce moment précis, silencieusement, elle s'est fragmentée. Plusieurs morceaux se sont séparés, formant une pluie de roches, de glace et de matériaux spatiaux. Ces fragments ont commencé à tomber, traversant le vide de l'espace puis pénétrant dans l'air en laissant d'immenses traces lumineuses dans le ciel. Mais la plupart des humains et des animaux ne regardaient pas le ciel. Ils étaient occupés à survivre, à chercher à manger, à protéger leurs petits ou à préparer de nouveaux abris.
Quand les premiers fragments de la comète ont touché la haute atmosphère, ils sont devenus brûlants. L'air qui les entourait s'est transformé en une lumière éclatante, beaucoup plus brillante que le soleil qui brillait faiblement dans le ciel du nord. En tombant, ces morceaux gigantesques ont produit des sons énormes, longtemps avant qu'ils ne frappent la surface de la Terre. Le sol a commencé à vibrer, même à de grandes distances. Dans les plaines du nord du continent que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Amérique du Nord, c'est là que la plupart des morceaux les plus massifs ont frappé. La glace recouvrait tout, très épaisse, formant des kilomètres de surface dure et gelée. La comète est entrée dans la glace avec une force qu'aucun humain, aucun animal, aucun arbre n'aurait pu supporter. L'impact a fait instantanément fondre d'immenses quantités de glace. Ce n'était pas une simple fissure ou un simple trou, de larges cratères se sont formés, envoyant des éclats de glace, de boue, d'eau et de débris partout autour. Le souffle provoqué par ce choc a soulevé le sol, a déraciné des arbres entiers, a projeté des blocs de glace dans toutes les directions, certains aussi gros que de petites cabanes. Les animaux les plus proches n'ont pas pu fuir. Ils ont été blessés ou recouverts par le déluge de débris. Les oiseaux, surpris dans leur vol, ont été repoussés par l'air brûlant. Ceux qui couraient les plus vite essayaient de s'éloigner, mais le sol tremblait, la neige fondait, la boue coulait dans les vallées. Les humains qui habitaient à plusieurs kilomètres de l'endroit où les fragments ont touché la terre ont d'abord cru à un tremblement géant. Le sol bougeait sous leurs pieds. Les animaux semblaient paniqués, courant sans direction. Certains ont vu le ciel s'illuminer, avec des couleurs étranges, rouges, jaunes, presque blanches. D'autres entendèrent des grondements sourds, comme un orage immense, mais beaucoup plus fort et long. Presque aussitôt, de l'air brûlant s'est répandu autour du point d'impact. La neige proche a fondu si vite que de l'eau chaude s'est mise à couler en rivière sur la glace, creusant de larges sillons, emportant tout sur son passage. Les rivières d'eau de fonte sont devenues de véritables torrents. Dans les minutes qui ont suivi, les plaines couvertes de neige sont devenues boueuses, coupées de ruisseaux, de crevasses et de lacs nouveaux. Des pierres chauffées à blanc étaient projetées loin de la zone principale. Elles retombaient, enflammant parfois ce qui pouvait brûler. L'odeur de pierres brûlées, de terre mouillée, d'eau chaude remplissait l'air. Ce phénomène n'a pas touché seulement l'endroit précis de l'impact. À des dizaines, parfois à des centaines de kilomètres autour, tout le paysage changeait. Là où il y avait avant une forêt, il ne restait parfois que des troncs cassés et de la boue. Là où s'étendaient des vallées glacées, l'eau coulait violemment, emportant les branches, les os, les peaux, même les animaux morts ou blessés. Pour les groupes humains, c'était l'incompréhension. Certains essayaient très vite de regrouper leurs familles, de rassembler le peu d'objets utiles, de quitter les abris balayés par l'air brûlant ou inondés par l'eau de fonte. Les enfants pleuraient, les femmes tenaient les plus petits contre elles, les hommes scrutaient le ciel encore coloré par les derniers fragments. Il fallait décider où aller, car les anciennes routes n'existaient plus. Un marécage avait remplacé la plaine, un lac coupait la migration des troupeaux, la boue couvrait toutes les pistes utilisées depuis des années. Les animaux réagissaient aussi. Un troupeau de bisons, pris de panique, courait vers le sud, s'enfonçant parfois dans la neige devenue molle ou dans la boue très profonde. Les mammouths essayaient de se regrouper loin du point d'impact, guidés par les anciens du troupeau, évitant les zones où l'eau couvrait déjà les herbes. Les castors géants perdaient parfois leur barrage, totalement détruit, et cherchaient à rejoindre les parties de la rivière qui n'avaient pas été englouties par la vague de fonte. Les paresseux géants, lents et maladroits dans la boue, avaient beaucoup de difficultés à avancer et à trouver des endroits où s'abriter. Pendant ces heures de chaos, le bruit du sol qui craque, le grondement sourd, le sifflement de la vapeur et les cris des animaux se mêlaient. Les groupes humains n'osaient s'arrêter que pour reprendre leur souffle ou aider un membre du groupe tombé dans la boue profonde. Il n'y avait plus d'orientation sûre, car les repères connus, tels que les grands arbres, la position des lacs, les méandres de la rivière, avaient changé ou disparu. Ce phénomène a continué plusieurs heures durant. Au loin, d'autres fragments plus petits sont venus heurter la mosaïque de glace, ouvrant de nouveaux trous,
créant plus d'eau, plus de boue. La nature, si stable et connue, ne ressemblait plus à rien de ce qu'elle avait été les jours précédents. Même la couleur du ciel changeait légèrement, passant du bleu pâle à une teinte plus sombre. Les conséquences ne s'arrêtèrent pas à la glace qui fond, à l'eau qui coule, aux arbres abattus. La poussière soulevée par les impacts, la vapeur d'eau, les particules de glace et même quelques morceaux de roches cosmiques flottaient dans l'air. Le vent dispersait cette poussière partout, enlevant la clarté habituelle de la lumière solaire. Les animaux regardèrent le ciel d'un air inquiet. Il semblait plus trouble, moins pur, chargé de petites particules qui piquaient les yeux et la gorge. Dans les jours qui suivaient l'impact, certains animaux tentaient de revenir vers leur ancien territoire. Ils ne reconnaissaient plus le relief, la terre n'offrait plus les herbes habituelles et, par endroits, de larges flaques de boue empêchaient toute avancée. La nourriture devenait difficile à trouver. Les humains aussi devaient parcourir des distances plus grandes, parfois sauter par-dessus de nouveaux fossés, parfois contourner des lacs. Les abris construits depuis de longues semaines étaient en grande partie détruits. Là où la neige avait fondu, il ne restait que de la boue glissante et froide. Les outils perdus devaient être refaits à la hâte. On cherchait du bois sec, on ramassait tout ce qui pouvait servir à manger, on aidait les plus faibles à avancer. Les petits groupes humains se réunissaient parfois le soir autour d'un feu protégé du vent par des pierres, se racontant ce qu'ils avaient vu, essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Les jours passaient. La peur ne disparaissait pas. Le climat semblait changer. L'air devenait plus lourd, plus froid, chargé d'une odeur étrange. La lumière du soleil, qui traversait maintenant un voile de poussière, paraissait plus faible, donnant l'impression d'un crépuscule long et inquiétant. Les plantes poussaient difficilement, même celles qui survivaient au froid. Cela inquiétait tout le monde, car sans plantes, les grands herbivores ne pouvaient plus s'alimenter. Sans animaux à chasser, les humains se retrouvaient vite sans nourriture. Certaines familles tentaient de suivre les bisons et les mammouths, espérant qu'ils trouvent un passage pour survivre. Mais la progression était lente, dangereuse, car le sol n'était jamais sec. La boue avalait les pieds, la glace fondante cachait parfois des trous d'eau profonds où l'on pouvait tomber d'un coup. Les enfants devaient être portés à bras ou sur le dos. Les outils s'usaient vite dans la boue, les vêtements mouillés protégeaient mal contre le froid, et la fatigue augmentait chaque jour. Le cycle naturel, jusque-là prévisible, était totalement bousculé. Les oiseaux migrateurs étaient désorientés. Beaucoup s'arrêtaient au sol, cherchant leur chemin dans le brouillard de particules. Les petites bêtes rampaient dans la boue ou se cachaient sous les pierres, évitant le vent chargé de poussière. Les poissons, dans les rivières devenues boueuses, succombaient souvent à la température élevée ou au manque d'oxygène. Les humains, à demi affamés, se réunissaient souvent pour parler de leurs souvenirs. Avant, l'eau de la rivière était claire. Avant, les mammouths venaient paître ici. Avant, la forêt montait jusqu'à la colline. Les enfants demandaient si la neige allait revenir, si les autres tribus étaient en sécurité, si les animaux trouveraient à manger. Les anciens n'avaient pas de réponse. Ils observaient le ciel sombre et prenaient soin des plus fragiles. Les jours se confondaient. Le soleil ne semblait plus monter très haut. Même au milieu de la journée, il faisait froid et la lumière était terne. Parfois, des cendres, des poussières fines tombaient du ciel comme une neige grise. Il fallait recouvrir les réserves de nourriture, fabriquer des abris plus solides et plus bas, chercher de la mousse ou des branches épaisses pour s'isoler du sol devenu humide en permanence. Tous sentaient qu'un grand dérèglement s'était installé. Les animaux, qui depuis des milliers de jours avaient habité ces terres et ces forêts, peinaient à retrouver les repères familiers. Les humains, eux, redoublèrent de prudence. Il n'y avait plus de certitude sur la durée du froid, sur la clarté du jour, sur les chemins de migration des animaux ou le lieu où trouver de l'eau propre. Le monde ancien, qui avait connu tant de hivers et de printemps, venait de basculer en très peu de temps, bouleversé par un événement venu d'un endroit que personne ne connaissait. L'ordre naturel s'était brisé en l'espace de quelques heures.
Les signes de cette catastrophe restaient visibles partout, sculptant chaque vallée, chaque montagne, chaque forêt. Ceux qui vivaient encore devaient maintenant imaginer de nouvelles façons de survivre dans une nature devenue très imprévisible. La nature ne reprenait pas son calme. Partout, le paysage continuait de changer sous l'effet de la catastrophe. L'impact de la comète avait créé des blessures profondes dans la glace et dans la terre. Ce choc avait déclenché des phénomènes bien plus grands que ce que les humains et les animaux pouvaient imaginer. Une quantité gigantesque de glace avait soudain disparu. L'eau qui en résultait, froide comme jamais, se lançait à travers les vallées, avançant sans s'arrêter, emportant tout ce qui était trop lent ou trop fragile. La fonte des glaces se produisait à une vitesse inimaginable. Là où, la veille, la neige couvrait encore la terre, il n'y avait plus qu'un long tapis de boue, de flaques et d'eau glacée. Les arbres ne tenaient plus sur leurs racines ramollies. Beaucoup tombaient, créant des barrages dans les rivières. Les racines soulevées montraient la couleur foncée de la terre humide. À certains endroits, l'eau montait très vite, créant de petits lacs là où, autrefois, se trouvait un simple creux. Dans d'autres parties, les rivières sortaient de leur lit, s'étendaient très loin, débordant sur les forêts et les habitations des animaux. Tout devenait soudain difficile à reconnaître. La force de l'eau était telle que même les grands troupeaux de mammouths cherchèrent les points les plus hauts pour se réfugier. Ils marchaient lentement, évitant les endroits où la boue était profonde. Les bisons tentaient de traverser les rivières, mais beaucoup glissaient et tombaient, emportés au loin par les torrents. Les castors géants, qui vivaient près des rivières, voyaient leurs barrages écrasés, leurs maisons de branches et de boue détruites par les flots rapides. Même les paresseux géants, qui craignaient la boue et l'eau, devaient bouger très vite pour ne pas rester piégés par la montée du niveau des eaux. Les inondations n'avaient rien d'ordinaire. L'eau coulait en courant puissant, enroulant la neige fondue, les troncs d'arbres arrachés, la terre noire, des branches, des pierres, des morceaux de peau et parfois des os. Les chemins connus disparaissaient en quelques heures. Beaucoup d'animaux, surpris lors de leur migration, cherchaient à contourner les nouveaux lacs ou marécages. Souvent, une plaine devenait un grand étang sale, rempli d'eau glaciale et de débris. Les pentes douces où l'herbe poussait au printemps étaient méconnaissables. L'eau y déposait une épaisse couche de boue qui empêchait toute plante de grandir. Pour les petits groupes humains, tout déplacement devenait dangereux. Emporter des affaires était presque impossible, car le poids des objets tirait vers la boue. Les pots utilisés comme tentes s'imbibaient d'eau, devenaient lourdes, perdaient leur solidité. Les feux s'éteignaient dès que l'eau entrait dans les abris. Il fallait trouver d'autres refuges, souvent sur les hauteurs, près d'arbres solides ou dans des petites cavernes qui n'avaient pas été envahies par la boue. Les humains devaient creuser le sol chaque soir pour que l'eau ne coule pas jusqu'au feu. Les enfants avaient froid, car leurs vêtements séchaient mal et l'humidité rendait tout plus difficile. Beaucoup d'animaux se retrouvaient piégés par surprise. Les bisons, en marchant dans la nuit, s'enfonçaient soudainement dans de vieux trous de glace recouverts d'eau et peinaient à remonter. D'autres se retrouvaient bloqués contre des arbres tombés ou contre de gros amas de glace poussés par le courant. Les mammouths, bien qu'immenses, hésitaient à traverser certains fleuves devenus trop larges et profonds. Parfois, les jeunes restaient isolés car ils ne pouvaient pas suivre le rythme et leurs cris se perdaient dans le brouhaha de l'eau et du vent. Dans les forêts, la boue collait aux racines, rendant la marche lente et pénible. Les sangliers, les loups, les cerfs fuyaient les endroits les plus humides. Ils grimpaient sur les petites buttes, se serraient sous les branches des arbres encore debout. Le risque de tomber dans un trou d'eau ou dans un marécage était constant. Les oiseaux se posaient à terre, cachés entre les buissons pour ne pas être emportés par le vent glacial qui accompagnait la fonte. Un autre changement difficile concernait les rivières. Souvent calmes et lentes, elles se transformaient en torrents de boue. Leur couleur changeait. Au lieu d'être claire et froide, l'eau devenait brune, remplie de branches, de sable, de petits blocs de glace. Pêcher devenait presque impossible. Les petits poissons fuyaient vers les rares endroits où l'eau restait claire.
Pour les humains qui vivaient de la pêche et de l'eau potable, chaque jour devenait une course pour trouver des points d'eau propres, loin de la boue et des débris. Beaucoup de repas, chez les humains, se transformaient en maigres partages de vieux aliments séchés ou de morceaux d'animaux morts retrouvés sur les berges. Trouver de nouvelles plantes devenait presque impossible. La plupart avaient été arrachées ou recouvertes sous la boue épaisse. Les enfants, souvent, mangeaient de moins et s'affaiblissaient plus vite à cause du froid et du manque de nourriture saine. La fonte rapide de la glace avait aussi d'autres conséquences. Le sol, privé de son manteau de neige et de glace, se retrouvait exposé au vent fort et au froid soudain qui revenait parfois en pleine nuit. La surface gelait de nouveau, piégeant de la boue, de l'eau et des restes organiques sous une croûte dure. Les pas des animaux, trop lourds, brisaient parfois cette croûte, les faisant tomber dans un mélange très froid d'eau et de terre. Certains mouraient, piégés avant même d'avoir pu rejoindre un autre lieu. Les glaciers eux-mêmes se modifiaient, avançant et reculant en déplaçant d'immenses quantités de pierres et de terre. À certains endroits, des blocs de glace si grands qu'ils bloquaient tout passage descendaient lentement les pentes. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils créaient de nouveaux lacs devant eux, piégeant l'eau de fonte. Ces lacs pouvaient rester plusieurs semaines avant de se vider d'un coup, provoquant alors de nouvelles inondations sur des kilomètres. Dans les plaines nouvellement formées, on trouvait parfois des traces étranges, des carcasses d'animaux enterrés à demi dans la boue, des arbres couchés côte à côte, des pierres lissées par le passage de l'eau. Chaque pas laissait une empreinte profonde qui pouvait se remplir d'eau glacée ou d'un mélange brun de terre et de glace. Les enfants jouaient parfois à suivre les traces, mais les adultes leur demandaient de rester vigilants, car le sol pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre. Autour des campements humains, le paysage était toujours en train de bouger. Ce qui semblait solide le matin pouvait disparaître le soir. Un nouvel éboulement, une montée subite du niveau de l'eau, la chute d'un arbre sur un abri de fortune. Il fallait rester éveillé la nuit, écouter les bruits de l'eau, surveiller le ciel pour repérer les nuages sombres qui annonçaient de nouvelles pluies ou tempêtes. L'air était différent. Il s'était refroidi encore plus avec l'évaporation rapide de l'eau. Par moments, on sentait des odeurs fortes de boue, de racines arrachées, de bois mouillé. L'humidité posait problème. Les vêtements, faits de peaux et de poils, restaient humides et perdaient leur chaleur naturelle. Entre les humains, les maladies circulaient. Beaucoup toussaient, d'autres avaient des fièvres. Certains enfants restaient couchés car épuisés par le froid et le manque de repas complets. La faune devait sans cesse s'adapter. Les mammouths, experts en marche dans la neige, s'essayaient sur la boue, parfois sans succès. Ils contournaient les grandes étendues d'eau stagnantes. Quand ils trouvaient un endroit plus sec et un peu d'herbe, tout le troupeau s'arrêtait, creusant avec leurs défenses pour atteindre des racines encore comestibles. Les bisons, moins chanceux, devaient souvent fuir d'un endroit à l'autre pour éviter les eaux montantes et les marécages. Les castors cherchaient désespérément des branches solides pour reconstruire de petits abris, rarement assez solides pour résister à la prochaine crue. Même le cycle des jours et des nuits semblait perturbé. Les rayons du soleil n'éclairaient plus comme avant. Il y avait beaucoup de brume déposée sur l'eau et la neige restante. Les matins étaient gris, les fins de journée arrivaient plus tôt. Le reflet des nuages dans les flaques et sur la glace rendait le paysage triste et étrange. Les humains, fatigués, surveillaient le morceau de ciel dégagé pour deviner si le temps allait s'améliorer. Les oiseaux ne trouvaient plus facilement les endroits où nicher. Beaucoup de nids avaient été détruits ou emportés par l'eau. Les oisillons mouraient souvent de froid ou de faim. Les petits mammifères, tels que les lapins ou les souris, se cachaient dans les rares touffes d'herbe ou sous de vieilles pierres non englouties. Certains animaux, habitués à vivre dans des cavernes, profitaient de l'humidité pour creuser plus profondément, mais il leur fallait respirer l'air trop humide et parfois boueux. Pour les humains, la survie devenait une tâche nouvelle à chaque lever de soleil. L'ancien savoir ne suffisait plus. Il fallait s'adapter, inventer,
essayer de nouveaux abris et de nouveaux pièges pour attraper les animaux encore présents. Les outils s'usaient plus vite à force de creuser dans la boue ou de frotter contre des pierres mouillées. Les groupes devaient se déplacer de plus en plus souvent, sans pouvoir rester assez longtemps pour reconstituer des réserves. Chercher de l'eau propre était un défi permanent. Parfois, on fabriquait des trous dans le sol en espérant que l'eau qui en sortirait serait plus claire. Mais la plupart du temps, il fallait faire bouillir l'eau boueuse et attendre que les débris tombent au fond avant de pouvoir la boire. Les enfants tombaient souvent malades, car leur corps n'était pas habitué à tant de changements. De temps en temps, certains groupes humains se rencontraient. Ils échangeaient des nouvelles, des conseils sur les endroits où l'eau stagnait moins, où l'on pouvait encore trouver de la nourriture, où les inondations semblaient moins dangereuses. Mais il n'existait plus vraiment un territoire sûr. Certains parlaient de familles entières disparues au cours d'une nuit, emportées par une vague ou ensevelies sous la boue d'un marécage nouvellement formé. Même les sons du paysage avaient changé. Le bruit régulier des rivières calmes était remplacé par le grondement continu des torrents, le claquement des branches cassées, le bruit sourd des blocs de glace s'entrechoquant. Parfois, on entendait des cris d'animaux prisonniers ou des gémissements lointains, preuve que beaucoup souffraient de la nouvelle situation. Peu à peu, de nouveaux paysages apparaissaient, sculptés par l'eau et le mouvement de la terre. Les anciens glaciers, en reculant, laissaient derrière eux des amas de pierres polies, des collines arrondies, des lacs profonds d'un bleu sombre. Mais sur le moment, tout était synonyme d'insécurité, de changements rapides et imprévus qu'aucun humain ou animal n'aurait pu prévoir. La fonte brutale des glaces ouvrait une période de grands bouleversements. Les vieilles règles de la survie ne tenaient plus. Les sentiers disparaissaient, les abris ne tenaient pas, la nourriture devenait rare. La boue, l'eau glacée, les nouveaux marécages rendaient chaque déplacement risqué. Dans cette nature en mouvement, chaque être vivant devait lutter, trouver des stratégies nouvelles ou s'épuiser dans une recherche jamais terminée d'un endroit plus sûr, d'un peu de chaleur ou de nourriture. Chaque jour qui passait apportait des difficultés nouvelles aux hommes, aux animaux et à tout ce qui vivait sur cette terre bouleversée. Pourtant, la nature n'était pas au bout de ces changements. Après les inondations et la grande fonte, l'air semblait différent. Il devenait plus froid, plus lourd, plus sombre. Les nuits étaient plus longues, les jours semblaient durer moins de temps. Quelque chose se passait dans le ciel, quelque chose que nul ne pouvait toucher mais que tous ressentaient. La comète et son impact n'avaient pas seulement provoqué de l'eau et de la boue. À cause de l'énorme choc contre la glace et les roches, une quantité immense de poussière s'était envolée dans l'air. Cette poussière était formée de petits morceaux de pierre, de particules de glace, de terre brûlée, de cendres et de minuscules fragments de la comète elle-même. Portée par le vent, elle s'élevait très haut, jusque dans les couches les plus élevées du ciel. Peu à peu, une brume grise, presque invisible au début, recouvrait tout. La lumière du soleil réussissait de moins en moins à traverser cette couche épaisse. Même en journée, il n'y avait plus de chaleur. Le soleil n'apportait plus sa force. Il était comme caché derrière une barrière. Les hommes levaient la tête et voyaient le ciel d'une couleur étrange, un mélange de gris, de bleu, de doré très pâle. Il ne faisait jamais vraiment jour clair. Les ombres semblaient partout et la lumière avait disparu du paysage. Les animaux sentaient eux aussi que tout était changé. Les oiseaux qui regardèrent le ciel voyaient moins loin. Leur migration devenait plus difficile, car ils ne reconnaissaient plus les signes habituels. Les bisons, les mammouths et les cerfs, qui dépendaient des cycles du soleil pour savoir quand migrer ou chercher la nourriture, étaient désorientés. Parfois, les troupeaux restaient immobiles de longues heures, ne sachant plus dans quelle direction marcher. La nuit tombait vite. Le froid gagnait du terrain. Les plantes, qui attendaient chaque année la chaleur et la lumière, cessaient de pousser ou restaient rabougries. Dans les marécages nés de la fonte des glaces, les jeunes tiges mouraient après quelques jours. Les arbres ne faisaient plus de feuilles neuves, certains laissaient tomber leurs branches déjà. Les petites fleurs des bords de rivières ne s'ouvraient plus. L'herbe devenait rare,
rendant la recherche de nourriture beaucoup plus difficile pour tous les herbivores. Les rivières et les lacs qui venaient de déborder après la fonte recommençaient à geler. Mais cette glace était différente, elle se formait vite, de façon irrégulière. Parfois, seule une fine couche se déposait à la surface, fragile comme une coquille d'œuf. À d'autres endroits, la glace s'accumulait en gros blocs que même les mammouths ne pouvaient briser. L'eau claire était presque impossible à trouver. Les humains devaient casser la glace chaque matin pour remplir un simple récipient. Les poissons étaient piégés sous la glace ou mouraient gelés dans les petites flaques qui disparaissaient du jour au lendemain. Le froid devenait plus fort, plus profond, plus envahissant. Les vêtements faits avec les peaux d'animaux n'isolaient plus assez. Les enfants grelottaient même autour d'un feu. Les adultes devaient réorganiser les abris, chercher des endroits mieux protégés, creuser la neige pour faire de petites cavités où le vent ne pouvait pas entrer. Dans certains groupes, les maladies venaient plus facilement car la nourriture manquait et les corps affaiblis résistaient mal au froid et à l'humidité. Les tempêtes étaient différentes. Les nuages noirs arrivaient lentement. Parfois, la neige tombait sans arrêt pendant plusieurs jours. Elle recouvrait tout, arbres, os des animaux morts, tentes abandonnées, outils perdus dans la précipitation du départ. La brume restait accrochée au sol jusque dans l'après-midi. L'humidité entrait partout, dans les vêtements, dans les abris, dans les réserves. Il semblait que l'eau s'était mélangée à la boue, puis cette boue s'était figée à nouveau en couches dures, rendant chaque pas glissant et dangereux. La nuit, nul n'osait sortir loin du feu. Les animaux se serraient les uns contre les autres en petits groupes, cherchant un peu de chaleur. Beaucoup de jeunes animaux moururent de froid avant même d'avoir voyagé loin avec le troupeau. Les cris des renards, des loups ou les appels des oiseaux perdus résonnaient dans le silence gelé. Parfois, toute une famille restait sans bouger dans son abri, écoutant la neige tomber sur le toit, attentif au moindre bruit dans l'obscurité. Pour les plantes, l'arrivée de ce froid et du manque de lumière était dramatique. Sans soleil, les feuilles devenaient brunes, se desséchaient, tombaient plus vite. Les racines ne trouvaient plus assez de chaleur pour pousser ou pour donner vie à de nouvelles tiges. Les arbres morts restaient debout, fantomatiques sur la plaine. L'herbe, trop fragile, disparaissait complètement de certains endroits, laissant le sol nu, froid, sans rien à manger pour les grands animaux. Les groupes humains devaient revoir toutes leurs habitudes. Il fallait rester longtemps sans bouger pour conserver le peu de chaleur du corps. Quand une sortie était nécessaire pour aller chercher de l'eau ou trouver du bois, on partait à plusieurs, habillés de tout ce que l'on avait de plus épais. Les outils gelés collaient aux mains nues. Les gestes devenaient lents, précis. Il n'était plus question de marcher longtemps pour explorer le territoire. Les enfants restaient sous les couvertures, les femmes fabriquaient de petits objets, les hommes surveillaient les abords, essayant de repérer le moindre mouvement animal. Le manque de lumière troublait tout. Le temps paraissait plus long, les jours plus courts. On ne savait plus vraiment quand il fallait changer de lieu, car les phénomènes naturels étaient bouleversés. Les oiseaux ne chantaient presque plus. Les insectes, très importants au printemps et en été, avaient disparu. Plus d'abeilles pour polliniser, presque plus de coccinelles ni de sauterelles. Il ne restait que quelques traces de vie ici ou là, entre deux couches de neige sale, sous le tronc d'un vieil arbre. Les animaux carnivores, surtout les tigres à dents de sabre, les loups, les ours, souffraient à leur tour. Le manque de proie les forçait à parcourir de plus grands espaces. On entendait moins souvent le cri des petits prédateurs. Les individus affamés devenaient plus agressifs. Ils n'hésitaient plus à approcher des campements humains, profitant de la nuit ou de la brume pour s'emparer de restes de nourriture ou pour attaquer des animaux blessés ou fatigués. Dans la forêt, beaucoup d'arbres étaient cassés sous le poids de la neige gelée. Les branches tombaient, s'entassaient sur le sol, formant parfois des tapis épais que nul ne pouvait traverser facilement. Les lacs qui gardaient un peu de chaleur libéraient quelques bribes de vapeur, mais cette humidité se transformait vite en brume glacée au contact de l'air froid.
Parfois, des bancs de brouillard couvraient les vallées pendant des jours, rendant la marche totalement impossible. Aucun repère ne subsistait. Tout était gris, froid, muet. Pour les humains, la réserve de bois devenait indispensable. Mais le bois était difficile à trouver. Beaucoup d'arbres étaient trop mouillés ou complètement gelés. Creuser sous la neige pour récupérer de vieilles branches demandait du temps et de l'énergie. Souvent, on trouvait des morceaux cassés que l'on devait rassembler en petits tas pour tenter d'entretenir un feu faible et peu lumineux. Dormir près d'un feu était devenu dangereux car la fumée restait bloquée sous la couche de brume et pouvait asphyxier les dormeurs. Les réserves de nourriture disparaissaient très vite. Les morceaux de viande séchée ou de poisson fumé étaient rapidement mangés. Les baies ramassées les saisons précédentes devenaient impropres à la consommation. Il ne restait que des racines dures, quelques herbes foncées, des bouts d'écorce parfois mâchouillés pour calmer la faim. Les enfants demandaient à manger, les anciens racontaient des souvenirs de jours meilleurs, mais les voix étaient faibles, l'espoir battu par la dureté du climat. Le silence de cette nouvelle terre était impressionnant. Le bruit de l'eau avait disparu sous la glace. Les cris des animaux n'étaient plus qu'un écho lointain, perdu dans l'immensité blanche. Les humains parlaient moins, s'économisant pour ne pas gaspiller leur souffle. Quand la tempête soufflait sur les plaines, on n'entendait que le sifflement du vent contre la neige gelée, le craquement d'une branche ou le grondement d'un glacier qui se déplaçait lentement dans la vallée, invisible sous la brume épaisse. L'obscurité, plus forte chaque nuit, provoquait de la peur et de l'épuisement. Le manque de chaleur empêchait de dormir. Le froid s'immisçait sous chaque vêtement, dans chaque interstice de l'abri. Parfois, les anciens priaient pour une amélioration, chuchotant des mots appris il y a très longtemps, en espérant que le soleil reviendrait. Mais la poussière venue du choc restait dans l'air, bloquant la lumière, allongeant les nuits, rendant chaque matin plus difficile que le précédent. Même les glaciers semblaient différents. Leur avancée était plus rapide, leur masse plus grande. On entendait parfois de lourdes détonations quand la glace cassait sous son propre poids ou quand elle poussait des blocs énormes sur la terre gelée. Les glaciers dessinaient de nouvelles formes partout, modifiant l'écoulement des eaux, fermant des vallées, créant de nouveaux lacs qu'aucun animal ni humain n'osait traverser. Les routes des migrations étaient perdues. Il n'y avait plus de mystères à découvrir, plus de territoires neufs à conquérir. Les anciens dormaient très peu, surveillaient la nuit pour chasser la peur qui parfois prenait le dessus. Les enfants pleuraient en silence, recroquevillés contre leurs parents. Personne ne comprenait combien de temps le froid durerait ou si les anciens jours reviendraient. Dans toutes les plaines et toutes les forêts, le même sentiment de malaise régnait. La faim, le froid, la solitude pesaient chaque heure plus fort. Le ciel, qui n'éclairait plus, pesait comme un couvercle sur la nature endormie. Aucun être vivant, ni animal, ni humain, ni plante, ne pouvait prévoir combien de temps il faudrait attendre pour que la lumière revienne, pour que les paysages changent encore, pour que la vie retrouve un rythme moins dur, moins glacé. Ainsi, la terre entière entrait dans une période d'obscurité et de froid. La vie devenait lente, chaque mouvement était difficile, mais au fond des abris, derrière les murs de neige et les tas de bois, des yeux restaient ouverts, des cœurs gardèrent l'espoir, même si le prochain matin s'annonçait encore plus sombre que la nuit d'avant. Dans cette obscurité glaciale, la vie de chaque être vivant devenait encore plus difficile. Les grands animaux, ceux que l'on voyait partout dans les plaines, les vallées et les forêts, étaient touchés en premier. La baisse soudaine de la température, le manque de soleil, la disparition de la nourriture et le paysage totalement transformé rendaient la survie presque impossible pour eux. Les mammouths laineux, par exemple, devaient manger toute la journée pour garder leur force. Chaque animal avait besoin de grandes quantités d'herbes, de tiges, de racines qu'ils trouvaient habituellement sous la neige ou dans la terre gelée. Mais maintenant, l'herbe ne repoussait plus. Partout, la neige recouvrait le sol, ou, quand la neige était partie, il restait une boue froide, épaisse, sans aucune plante. Les mammouths utilisaient leurs trompes et leur grande défense pour gratter le sol. Ils cherchaient à atteindre les dernières racines, les vieux feuillages, mais tout était gelé ou pourri.
Certains essayèrent de marcher vers d'autres régions, pensant trouver là-bas davantage de nourriture, mais la marche dans la neige dure sur le sol trop glacé ou à travers la boue était lente et fatigante. Beaucoup s'arrêtaient, épuisés. Les petits mammouths tombaient parfois de fatigue ou restaient coincés dans la glace et la boue. Dans le même temps, les bisons géants tentaient aussi de trouver de quoi manger. Lors des jours moins froids, ils descendaient dans les vallées. Mais la nourriture y était presque inexistante. Les touffes d'herbes gelées n'apportaient pas assez d'énergie pour tous les membres du troupeau. Certains bisons se battaient pour un morceau de racine, d'autres s'éloignaient du groupe et ne revenaient plus. Ceux qui tombaient malades n'étaient pas capables de continuer et restaient à l'écart, rapidement affaiblis par le froid et la faim. Les paresseux géants, pourtant grands, ne trouvaient plus d'arbres avec des feuilles. Presque tous les arbres avaient perdu leur feuillage. Les branches étaient cassées ou couvertes de glace. Les paresseux, trop lents pour aller loin, se contentaient de gratter les écorces, manger les petits bouts de mousse, mais cela n'était pas suffisant. Beaucoup ne survivaient pas à l'hiver prolongé. Les jeunes tombaient souvent du dos de leur mère, incapables de se relever seuls. Les castors géants, eux, étaient frappés de plein fouet. Leurs maisons en bois et en boue se fissuraient à cause de la glace. Leurs barrages ne retenaient plus l'eau, qui gelait sur place dès que la nuit tombait. Trouver des branches fraîches pour réparer les huttes devenait impossible. Certains castors essayaient de rester cachés dans l'eau sous la glace, mais la couche de glace était si épaisse qu'ils ne trouvaient plus d'air à respirer. Beaucoup périssaient piégés sous la surface gelée ou cherchaient un refuge sur la terre, exposés aux prédateurs. Parmi les prédateurs, les tigres à dents de sabre vivaient eux aussi une situation difficile. Ils chassaient normalement les jeunes mammouths, les bisons fatigués, parfois même les paresseux. Mais les proies étaient moins nombreuses, plus faibles, plus difficiles à trouver. Les tigres parcouraient de longues distances dans la nuit, leurs pattes marquant la neige fine. Ils écoutaient, guettaient, mais l'immobilité des animaux, affaiblis par la faim et le froid, rendait la chasse très risquée. Quand ils trouvaient une proie, il fallait la partager avec d'autres tigres, car la nourriture devenait rare même parmi les carnivores. Certains prédateurs, affamés, s'attaquaient entre eux. Des combats éclataient parfois près des restes d'un animal mort, où plusieurs tigres, loups et ours se battaient pour quelques morceaux de chair gelée. Chez les loups, la vie devenait aussi un combat. Les chefs de meute conduisaient les groupes sur des routes nouvelles, mais souvent, les membres les plus jeunes ou les plus pauvres restaient en arrière. Les louveteaux mouraient souvent de froid ou de faim. Les loups adultes, épuisés, pouvaient abandonner les petits ou les vieux, obligés de continuer à chercher une proie plus loin vers des terres inconnues. Les grands cerfs et d'autres herbivores subissaient le même sort. Leur bois, utile pour repousser la neige ou la boue, ne suffisait pas à leur donner de quoi manger. Beaucoup mouraient avant la fin du grand froid. Les oiseaux qui ne pouvaient plus migrer restaient au sol, piégés par le froid ou incapables de trouver des graines, des insectes ou de petits fruits. Le bruit du battement d'ailes se faisait très rare dans l'air glacé. Des migrations massives se produisaient parfois. Les grands troupeaux tentaient de fuir les zones trop froides, mais ils étaient bloqués par des obstacles nouveaux, des rivières élargies, des lacs gelés ou couverts de boue, des forêts effondrées sous la neige. Parfois, dans la même journée, tout un groupe changeait de direction parce qu'un chemin était devenu trop dangereux ou impraticable. La faim poussait les animaux à prendre plus de risques, marcher sur une glace fine, traverser une rivière sur un tronc dangereux, passer la nuit sur une plaine entourée de vent glacial. Beaucoup périssaient lors du voyage, piégés par la glace qui se brisait soudain ou emportés par la boue gelée des marécages nouveaux. Chaque espèce de grande taille réagissait comme elle le pouvait. Les animaux plus jeunes, séparés de leur groupe ou de leur mère, étaient les plus fragiles. Quand ils ne trouvaient pas d'aide, ils tombaient vite malades, puis restaient couchés sans pouvoir se relever. Les adultes tentaient de les réchauffer, mais souvent ils n'avaient pas la force d'apporter assez de nourriture, ni de protection contre la neige et le vent. Le silence grandissait sur les paysages.
là où autrefois la terre résonnait du bruit des sabots, des appels des animaux, des cris de colère ou des chants de victoire, un silence pesant s'installait. Même les humains, témoins de cette transformation, notaient qu'ils voyaient beaucoup moins de traces fraîches le matin. Quand ils trouvaient un animal blessé, il n'y avait souvent rien d'autre à faire que d'attendre la fin. Certains groupes de chasseurs arrêtaient de poursuivre les grands animaux, car le danger d'épuisement était trop grand et les récompenses trop faibles. Pour les humains aussi, ce changement de faune compliquait la vie à chaque instant. La viande manquait, les peaux pour les vêtements étaient rares, les os utiles aux outils se faisaient précieux. Les humains cherchèrent de petites proies, lapins, oiseaux, poissons dans les rares endroits non gelés. Mais même ces animaux étaient peu nombreux. Les pièges restaient vides de nombreux jours. Les anciens étaient inquiets, car sans grands animaux à chasser, la survie paraissait presque impossible. Le monde semblait rapetissé, chaque groupe marchait moins loin, restait à l'abri, économisait ses forces, évitait de prendre des risques inutiles. Certains animaux, autrefois si nombreux qu'on les croisait partout, étaient maintenant invisibles. Parfois une famille entière disparaissait. Les restes étaient vite ensevelis sous la neige ou emportés par l'eau et la boue encore présents dans les endroits bas. L'épuisement touchait toutes les espèces de la mégafaune. Les animaux autrefois puissants devenaient maigres, lents et silencieux. Les carcasses jonchaient le sol dans certains lieux, parfois en groupe, là où le troupeau avait été surpris par une tempête ou pris au piège d'une rivière gelée. Les prédateurs, attirés par l'odeur, venaient de manger ce qui restait, mais la nourriture ne suffisait pas, même pour eux. Dans la forêt, dans les plaines, sur les bords des rivières, le même spectacle de désolation se répétait. Les abris naturels étaient devenus rares. Beaucoup de terriers s'effondraient sous la glace ou la neige. Les grands arbres se cassaient, n'offrant plus de toit pour les oiseaux. Les castors ne reconstruisaient presque plus, trop fatigués et trop peu nombreux. Les bisons cessaient de se rassembler en grands groupes, préférant se cacher dans des recoins où le vent soufflait moins fort. La disparition progressive des espèces laissait de nombreuses traces, des squelettes de mammouths sur la glace, des cornes de bisons plantées dans la boue, des os de paresseux entre les racines, des cabanes de castors abandonnées et effondrées. Même les humains, qui recueillaient parfois les restes pour fabriquer des outils, se rendaient compte que ces trouvailles devenaient de plus en plus exceptionnelles d'une semaine à l'autre. Chaque saison semblait pire que la précédente. Le froid s'installait durablement. Le printemps ne ramenait plus la vie. Les neiges ne fondaient pas bien, ou quand elles le faisaient, l'eau n'était pas claire. Elle ne rapportait pas de jeunes plantes. Les espèces qui survivaient semblaient perdre leur force chaque mois. Il y avait moins de naissances, car les femelles étaient trop faibles pour porter ou élever les petits. Beaucoup de mères abandonnaient leurs jeunes, faute d'énergie ou de protection. Quelques groupes d'animaux tentaient encore de partir loin, vers le sud, espérant trouver là-bas un climat moins dur, de l'herbe verte ou des forêts à feuilles. Mais le chemin était long, les dangers multiples, rivières profondes, marécages, pentes glissantes, meutes de prédateurs aussi affamés que leurs proies. Peu parvenaient à destination. Ceux qui survivaient étaient souvent si faibles qu'ils ne pouvaient plus se reproduire ou se défendre. Même chez les humains, la peur de la disparition devenait très forte. Les enfants demandaient pourquoi les mammouths ne venaient plus. Les conteurs racontaient des histoires anciennes, où les grands animaux vivaient partout, où la nourriture était abondante. Mais ces histoires paraissaient déjà très lointaines à ceux qui entendaient le vent souffler entre les arbres morts et qui ne voyaient plus que la neige, la glace et les ossements. La chaîne alimentaire elle-même s'effondrait. Si les grands herbivores disparaissaient, les prédateurs suivaient, puis les charognards, puis les plus petits animaux qui dépendaient de tous les autres. Certains oiseaux tentaient de ne manger que des graines, mais l'absence de fruits et de plantes tuait aussi leurs petits. La nature semblait arrêter ses cycles. Le rythme des saisons, les habitudes des migrations, tout était brisé. Les humains gardaient encore un peu d'espoir chaque matin, regardaient loin vers l'horizon pour apercevoir une forme noire qui pourrait être un animal. Ils écoutaient les bruits des forêts affaiblies, guettaient le moindre signe d'un renouveau.
Mais la fin semblait proche pour beaucoup de grands animaux. Dans cette nouvelle ère du gel, les plus faibles s'éteignaient, les plus forts peinaient à survivre. Il ne restait que peu de traces animées dans ce désert de glace et de silence. Pourtant, des formes de vie plus petites se préparaient déjà à prendre leur place. Les jours où le vent glacial balayait chaque paysage vide étaient maintenant devenus la règle. La disparition des grands animaux n'était pas un événement soudain, mais une suite de pertes, d'attentes, de déplacements vains. Ceux qui restaient étaient pris dans un cercle de difficultés. À chaque lever de soleil, un autre jeune mourait ou un adulte s'épuisait. Les animaux qui avaient longtemps dominé la terre laissaient à présent derrière eux des terres couvertes de neige, d'os et de silence, et la vie semblait s'arrêter peu à peu dans tous les coins du monde. Dans les plaines, là où les bisons couraient autrefois en groupes serrés, on ne voyait plus que des traces effacées, mélangées à la boue et à la glace. Les jeunes bisons restaient seuls, incapables de suivre les adultes qui, eux aussi, étaient affaiblis par la faim et le froid. Beaucoup de jeunes tombaient malades. S'ils perdèrent leur groupe, ils n'avaient aucune chance de survivre. Certains restaient piégés dans la glace molle, d'autres abandonnés près d'un arbre mort. Les adultes qui essayaient de revenir parfois mouraient eux aussi, emportés par le froid ou par le manque de nourriture. Dans les forêts sombres et gelées, les paresseux géants disparaissaient l'un après l'autre. Les arbres ne donnaient plus de feuilles, il ne restait que des branches dures, cassantes, couvertes de glace. Les paresseux essayaient de gratter l'écorce, de chercher un peu de mousse sous la neige, mais la fatigue était trop grande. Les groupes se séparaient, chaque individu allant au hasard sans retrouver assez de nourriture. Les mères étaient impuissantes face aux petits qui s'épuisaient. Une fois bloqués au sol ou dans la neige, les paresseux mouraient rapidement, car ils n'avaient pas la force de fuir ou de chercher un autre abri. Le long des rivières, les castors géants étaient en grand danger. Leurs barrages, construits pendant des saisons entières, étaient brisés par le poids de la glace et de l'eau. Les huttes en bois, autrefois solides, prenaient l'eau, gelaient, puis s'effondraient. Les familles se dispersaient, chaque animal tentant de trouver un bout de rivière encore ouvert. Dans la plupart des cas, l'épaisseur de la glace empêchait de trouver de la nourriture et beaucoup de castors mouraient sous la glace, incapables de sortir, ou bien finissaient sur la berge, où le froid les figeait très tôt. Chez les mammouths, la disparition s'accélérait. Les troupeaux de moins en moins nombreux essayaient d'éviter les pentes les plus glissantes, les marécages trop mous, les surfaces où la glace n'était pas assez solide. Certains animaux plus jeunes, affamés, s'éloignaient du groupe central pour aller gratter la neige ailleurs. Cela les séparait de leurs protecteurs et les condamnait souvent à mourir seuls. Les anciens, usés par la marche, perdèrent leur énergie, ne trouvaient plus les réserves naturelles de nourriture cachées souterrainement. Les cris des petits restés en arrière se perdaient dans le vent. Plus loin, dans les collines ou les petites vallées, on trouvait aussi les restes d'animaux abattus par la faim, piégés par la glace, dévorés par les prédateurs qui n'avaient plus rien d'autre à manger. Les tigres à dents de sabre, les loups, même les ours géants rôdaient autour des carcasses, espérant trouver un morceau pour survivre un jour de plus. Mais la viande manquait, le froid conservait les corps mais permettait difficilement de les manger. Les combats entre prédateurs étaient rares mais très violents, chacun tentant de prendre ce qui restait avant la prochaine tempête. La mort touchait aussi les animaux qui étaient nés en dehors de la saison froide. Les jeunes, généralement protégés pendant les premiers petits mois par le lait, succombaient rapidement. Les mères ne pouvaient plus produire de lait, faute de nourriture ou à cause du froid. Même chez les animaux qui avaient survécu à plusieurs hivers difficiles, la situation devenait intenable. Beaucoup tombaient d'épuisement, incapables de continuer leur route. Si le groupe n'aidait pas, le destin était certain. La disparition s'observait partout. Sur certaines rivières, on découvrait des familles entières de castors géants morts près de leurs barrages effondrés. Dans des forêts recouvertes de brume, des groupes de mammouths morts ensemble autour d'une source tarie.
Sur les marécages, des os de bison éparpillés, pâlis par la neige. Les petites collines où les paresseux tombaient devenaient des lieux silencieux connus seulement par les traces laissées autour des corps. Le paysage changeait rapidement. Des rivières déplacèrent les squelettes, emportaient les peaux et la boue, formaient de nouveaux lacs où venaient s'entasser des branches, des racines, des os. La vie ne reprenait pas dans ces lieux. Aucun oiseau ne chantait, aucun grand animal ne passait. Le passage du temps n'effaçait que lentement les traces, car le froid conservait tout sous une croûte dure. Les os, coincés dans la glace, étaient invisibles même plusieurs années après la mort de l'animal. Seul le vent, la neige et l'eau faisaient bouger un peu les corps inertes. Les grands animaux n'étaient pas les seuls à souffrir. Les migrations changeaient totalement. Les routes anciennes étaient coupées par des lacs formés par la fonte, des rivières élargies, des forêts tombées. Beaucoup d'espèces prenaient des chemins inconnus, parfois plus longs, plus dangereux, où elles trouvaient de nouveaux obstacles. Les marécages attiraient des groupes entiers qui s'y perdaient. Le froid soudain transformait l'eau en piège mortel. Les jeunes restaient coincés et mouraient sans que personne ne puisse les aider. Le froid intense ne tuait pas seulement. Il empêchait aussi les plantes de repousser. Les plaines, les collines, les petites îles dans les rivières restaient de nues. Les bisons ne retrouvaient jamais l'herbe douce du printemps. Les mammouths ne pouvaient plus s'arrêter dans le sous-bois car il n'y avait plus de jeunes feuilles, plus d'écorces tendres à arracher. Le sol était vide de nourriture pendant de longs mois. Les animaux faibles, les jeunes séparés de leur famille, n'avaient aucune protection. Même les humains, qui cherchèrent parfois à aider un animal blessé pour le manger plus tard, ne pouvaient pas vraiment intervenir. La terreur d'attraper une maladie ou de gaspiller de la nourriture empêchait toute tentative de garder en vie un jeune malade ou faible. Il valait mieux pêcher, ramasser des baies ou tenter de piéger des animaux plus petits, qui survivaient parfois mieux au froid et à la faim. Dans certains cas, l'eau montait très vite à cause de crises provoquées par la rupture de barrages naturels ou par la fonte rapide d'un glacier. Beaucoup d'animaux, humains inclus, étaient alors pris au piège par des inondations soudaines, perdant leur abri, leurs réserves, parfois tout leur groupe. La boue et l'eau glacée empêchaient la fuite. Les animaux restaient bloqués sur des îlots de neige ou de terre entourés d'eau boueuse, jusqu'à mourir d'épuisement. Quand la terre se calmait, on trouvait des restes un peu partout, mélangés à des branches arrachées ou des outils perdus. Les gens aussi perdaient leur point de repère. Les territoires de chasse étaient transformés en lacs ou en forêts cassées. Les pistes par où marchèrent les bisons ou les mammouths étaient maintenant couvertes de glace ou inaccessibles. Les groupes humains devaient chercher loin pour trouver de la nourriture, souvent en vain. Les enfants demandaient pourquoi les grands animaux avaient disparu. Les plus anciens racontaient que, autrefois, on voyait des troupeaux à chaque lune, que tout était différent avant que le froid, l'eau et la faim ne s'installent partout. La famine se faisait sentir dans tous les groupes. On mangeait le peu que l'on trouvait, parfois les restes d'animaux morts depuis des jours. Les peaux servaient moins à faire des vêtements, car elles étaient trop rares. Les outils en os ou en corne devenaient précieux, mais il ne restait plus beaucoup d'animaux pour en donner. Certains groupes devaient quitter leur territoire pour marcher plus loin, mais partout ils rencontraient les mêmes difficultés. Manque de nourriture, froid, absence d'abri, aucun grand animal à suivre ou à chasser. Cette disparition massive avait aussi bouleversé les autres habitants du paysage. Les prédateurs étaient affamés. Certains mouraient, d'autres allaient jusqu'à attaquer des humains, chose rare auparavant. Les jeunes carnivores qui survivaient étaient souvent les plus petits, ou ceux capables de manger tout ce qu'ils trouvaient, même de la nourriture pourrissante. Les oiseaux, voyant que les grands animaux manquaient, cherchaient de la nourriture dans les rivières, les marécages, ou suivaient les humains en espérant attraper quelques restes. Certains grands animaux restaient encore visibles, mais leur nombre se réduisait chaque année. Un troupeau devenait une poignée d'individus, un cri dans la nuit n'était plus qu'une ombre. Les migrations étaient trop risquées, les naissances trop rares,
Les vieux mouraient sans être remplacés. Bientôt, les traces des mammouths, des bisons géants, des paresseux et des castors disparaissaient de la terre, de la neige et des souvenirs. Le silence lourd recouvrait la nature. Le vent soufflait sur les os placés en ligne au bord des rivières. La neige cachait des fosses où reposaient plusieurs corps ensemble. Les collines qui avaient été animées par des jeux de jeunes animaux, par les courses des bisons, par les appels des mammouths, restaient vides, comme figées dans le gel. Seule la lumière grise du ciel, très faible, touchait encore les terres de façon inégale. Même les humains, qui dépendaient de tous ces animaux, comprenaient que cette disparition n'était pas seulement une question de chasse manquée ou de froid trop vif. C'était un bouleversement sans retour pour la terre entière. Les groupes observaient ce qui restait autour d'eux, cherchant parfois des signes que la situation pouvait changer. Une herbe plus verte, une naissance inattendue, une piste fraîche sur la neige. Mais la majorité du temps, il n'y avait que des risques, des pertes et la certitude que leur monde n'existerait plus comme avant. Chaque changement dans le climat, chaque transformation du paysage, chaque disparition d'un animal ajoutait au désordre. La nature, autrefois stable, était maintenant chaotique. Les animaux ne pouvaient plus se fier à leur instinct pour survivre. Les hommes devaient apprendre de nouveaux gestes, essayer de nouvelles idées et souvent échouer malgré leurs efforts. Autour des vallées, des rivières, des forêts ou des montagnes, la même scène se répétait. Des terres sans vie, des traces éphémères, des histoires de peur et de perte. Ceux qui vivaient encore savaient qu'ils appartenaient à une époque différente, à un paysage transformé où la vie restait possible, mais fragile et incertaine, dans un silence immense qui couvrait tout. Même quand la disparition des grands animaux semblait totale et que le froid, la faim et la solitude couvraient la terre, la vie ne s'était pas complètement arrêtée. Les survivants qui habitaient dans ce monde transformé devaient s'adapter très vite pour continuer d'exister. Le silence immense n'était pas synonyme d'absence de vie, mais d'un changement profond dans la façon de vivre, de se nourrir, de se déplacer et de se cacher. Dans les endroits les plus abrités, près des rochers ou sous les arbres encore debout, des petits mammifères avaient réussi à survivre. Les souris, les campagnols, quelques rats des champs trouvaient encore assez de graines ou d'écorces pour passer les jours les plus froids. Ils construisaient des galeries souterraines, dormaient en tas pour garder la chaleur. Ces petits animaux pouvaient se glisser dans des fissures du sol, se cacher sous des pierres ou creuser dans la neige pour fuir les prédateurs et le vent glacial. Ils étaient vifs, rapides à trouver un abri et savaient profiter du moindre rayon de soleil. Certains oiseaux migrateurs n'étaient pas partis vers le sud lors de la grande catastrophe. Ils cherchaient de nouveaux lieux pour vivre, construisaient des nids au-dessus de l'eau, dans les roseaux ou dans les branches basses. Les oiseaux qui pouvaient voler longtemps avaient plus de chances de trouver de la nourriture ou un endroit protégé. Ceux qui se déplacèrent la nuit évitaient mieux les prédateurs affamés. Quelques espèces, qui mangeaient surtout des petites bêtes dans le sol, réussissaient à survivre en fouillant la boue fraîche ou la neige plus fine pour attraper des vers ou des insectes cachés. Sous la neige, il existait aussi la vie invisible. Les grenouilles et certains crapauds enfouissaient leur corps sous la boue ou sous la glace et attendèrent patiemment plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, que le climat s'adoucisse. Dans l'eau, là où la glace n'était pas trop épaisse, quelques poissons restaient immobiles près du fond, cherchant des bulles d'oxygène ou un peu de nourriture dans les restes de plantes mortes. Ils bougeaient très peu pour économiser leur énergie. Les insectes, présents en nombre pendant les périodes douces, survivaient grâce à des œufs résistants déposés dans la terre humide ou sous des écorces épaisses. Dans certains coins, loin au sud ou dans les vallées protégées par les montagnes, des plantes repoussaient timidement. Il s'agissait surtout de mousses, de petites herbes, de jeunes fougères. Ces plantes poussaient très lentement, car la lumière manquait et l'eau était souvent gelée. Pourtant, leur présence permettait à de petits herbivores de survivre, comme les lièvres ou quelques rongeurs. Ces animaux s'approchaient prudemment, mangèrent les feuilles tendres et retournaient vite dans leur abri pour éviter d'attirer l'attention des carnivores.
Les prédateurs qui avaient survécu étaient plus petits ou plus souples que les grands tigres ou les énormes ours d'autrefois. Certains petits renards, des belettes, parfois des hermines, savaient se cacher sous la neige, chasser la nuit, se nourrir de ce qu'ils trouvaient. Ils attaquaient surtout les rongeurs, parfois les œufs de certains oiseaux. Ils se faufilaient dans les terriers, rampaient dans les hautes herbes ou entre les pierres. Leur pelage, qui changeait de couleur entre l'hiver et l'été, les aidait à passer inaperçus. La glace, qui avait envahi terres et vallées, commençait lentement à reculer à cause de certains étés moins froids. Ce retrait n'était pas rapide. Il fallait attendre plusieurs dizaines d'années avant de voir de vrais changements dans la forme des paysages. Quand un glacier fondait, il laissait derrière lui de longues vallées remplies de pierres polies, de flaques d'eau, de petits lacs nouveaux. Le sol restait détrempé très longtemps, parfois plusieurs années, mais peu à peu, des herbes et des petites fleurs s'installaient sur la terre nue. Ces nouvelles plantes attiraient les insectes, puis les oiseaux, puis les premiers rongeurs qui osaient s'aventurer hors de leur tunnel. Les humains, eux aussi, ont trouvé des moyens pour tenir dans ce monde bouleversé. Les groupes étaient plus petits, souvent composés uniquement de quelques familles qui restaient proches pour partager abri, feu et nourriture. Ils fabriquaient des vêtements plus épais, cousaient plusieurs couches de peau de petits animaux, utilisaient la fourrure la plus chaude possible. Ils construisaient des abris sous terre ou à côté de grosses pierres, là où le vent ne pouvait pas entrer. Ils faisaient des réserves de nourriture dès qu'ils trouvaient quelque chose d'utile, partageaient le moindre morceau entre tous. Parfois, ils faisaient sécher de la viande ou des racines pour tenir pendant les longues semaines sans soleil. Les outils évoluaient aussi. Au lieu de grandes pointes de lance, les humains taillaient de petites flèches pour chasser les oiseaux ou les petits mammifères. Ils fabriquaient de solides filets pour attraper les poissons dans les rares cours d'eau encore actifs. Ils utilisaient les os et les dents des peu d'animaux trouvés pour fabriquer des aiguilles, des crochets de pêche, des grattoirs. La survie dépendait souvent de l'ingéniosité, de la prudence et de la capacité à partager le savoir entre générations. Les anciens apprenaient aux plus jeunes à reconnaître les bons endroits où creuser, à écouter les chants d'oiseaux qui indiquaient la présence de nourriture, à éviter les endroits dangereux où l'eau pouvait être trop froide ou la glace trop mince. Quand la neige fondait un peu plus tôt grâce à un printemps plus doux, la vie prenait un autre rythme. Les petits animaux sortaient, les oiseaux retournaient chanter près des ruisseaux, les grenouilles sortaient de leur sommeil, les insectes volaient à nouveau. Les humains profitaient de ces périodes pour récolter tout ce qu'ils pouvaient. Baies, œufs, racines, plantes à tiges tendres, poissons qui remontaient les rivières pour pondre leurs œufs. Ces quelques semaines où tout semblait revivre étaient cruciales pour reconstituer les réserves et donner du courage aux groupes fatigués par l'hiver. Parfois, la glace qui reculait créait des débordements d'eau inattendus. La formation de nouveaux lacs pouvait submerger les campements ou transformer une vallée en marais. Les personnes devaient alors tout recommencer, quitter leur abri, chercher un endroit plus sûr, reconstruire au plus vite avant que le froid ou la faim ne les rattrape. De telles épreuves rapprochaient les familles, car seule la solidarité permettait de s'en sortir. Les animaux les plus petits et les plus rapides commençaient à devenir plus nombreux. Certains insectes, comme les fourmis, organisaient de grands nids sous des pierres chaudes ou dans des coins ensoleillés. Les oiseaux, spécialement ceux capables de manger n'importe quoi, occupaient les nouveaux espaces dégagés par le retrait des glaciers. Les petits mammifères, qui se reproduisaient vite, pouvaient grandir et peupler une zone en une saison si les conditions étaient favorables. Au fil des années, ces changements ouvraient la voie à d'autres espèces. Les forêts de jeunes arbres renaissaient là où la terre était moins gelée. De nouveaux herbivores, plus petits que les anciens géants, trouvaient de la nourriture et se tenaient à l'abri dans les taillis. Certains oiseaux migrateurs revenaient, suivant les cours d'eau nouvellement formés, construisant des nids plus hauts dans les buissons pour éviter les dangers au sol. Les rivières, bien qu'encore souvent froides, portaient de petits poissons et offraient toute une chaîne de vie qui se développait lentement et sûrement.
La mémoire des géants vivait encore à travers les histoires racontées au coin du feu. Les humains montraient aux enfants les grands os trouvés dans la terre, les dents énormes ramassées dans la boue, les images gravées sur les vieux cailloux ou les parois des abris. Parfois, on trouvait des défenses enfouies, preuve que les mammouths et les bisons avaient vraiment existé ici. Les légendes disaient que la nature pouvait tout changer, que la force ne suffisait pas toujours et que la survie appartenait aux personnes qui savaient s'adapter et respecter le monde autour d'eux. Dans le nouvel équilibre, chaque être vivant avait son rôle. Les petits animaux fouillaient la terre, transformant les restes de feuilles en nourriture pour les plantes du printemps. Les oiseaux dispersaient les graines d'un endroit à l'autre. Les humains prenaient soin de ne pas gaspiller la moindre ressource, car ils savaient que la nature pouvait redevenir dangereuse à tout instant. Les saisons n'étaient toujours pas aussi régulières qu'avant la catastrophe, mais le monde recommençait à ressembler à ce qu'il avait pu être autrefois, sans les grands géants, mais avec des millions de petits êtres différents. Parfois, il arrivait encore que le froid extrême revienne, qu'une tempête fasse tomber les arbres ou que des inondations surprennent les habitants de la nature. Pourtant, la vie trouvait toujours un chemin. Un animal rongeait la glace pour trouver une racine, un oiseau se posait au bord d'un lac nouveau, un humain allumait un feu pour réchauffer sa famille. Les anciens restaient vigilants, savaient observer les signes du temps, guider les jeunes vers les sources d'eau, les coins cachés où la nourriture était encore présente. Les paysages gardèrent la trace des transformations passées. De grandes pierres restaient seules au milieu des plaines. Des collines rondes témoignaient du passage des glaciers. Des lacs profonds reflétaient la lumière du soleil retrouvée après de longs hivers sombres. Tout cela rappelait que la Terre pouvait perdre beaucoup, mais ne cessait jamais de changer et de renaître autrement. Ainsi, la fin de l'ère des géants n'était pas la fin de tout. Les survivants, animaux comme humains, avaient appris à vivre dans des conditions nouvelles. La nature, patiemment, construisait un avenir différent, où d'autres formes de vie pourraient profiter des terres libérées. Il fallait toujours rester prudent, toujours respecter chaque ressource, car le souvenir de la catastrophe était encore dans l'air, dans la terre et dans la mémoire de ceux qui avaient traversé ce long hiver. Les traces du passé, visibles dans le sol, dans les outils et dans les récits, aidaient chaque génération à ne pas oublier le pouvoir de la nature et la nécessité de s'adapter, encore et toujours. La mémoire des anciens géants n'avait jamais complètement disparu. Même quand les paysages avaient changé, même quand les animaux et les plantes n'étaient plus les mêmes qu'autrefois. Beaucoup de traces restaient visibles partout pour ceux qui prenaient le temps de regarder. Sur le sol gelé, dans les vallées, au fond des rivières ou dans la boue des anciens marécages, de nombreux indices rappelaient qu'un temps existait où de très grands animaux marchaient sur la terre. Les hommes et les femmes qui vivaient après la grande catastrophe retrouvaient parfois de longs os blancs en creusant pour planter une tente ou pour chercher de l'eau. Ces os étaient beaucoup plus grands que ceux de tous les animaux vivants. Dans certaines régions, on découvrait des dents longues comme un bras d'adulte ou des crânes arrondis aussi larges qu'un grand panier. Parfois, un enfant trouvait une défense de mammouth cachée au fond de la terre qu'il montrait très fièrement à sa famille. Ces objets étaient conservés précieusement. Certains servirent de support pour fabriquer des outils, d'autres étaient posés près du feu pour rappeler les histoires des générations anciennes. Certains peuples gravaient sur des morceaux de roche ou sur des os, avec une lame de pierre ou un vieux couteau taillé dans l'os d'un animal. Ces dessins représentaient les mammouths, les bisons géants ou de longues silhouettes de tigres à dents de sabre. On voyait parfois des scènes de chasse, des familles d'humains entourant un groupe d'animaux ou de simples traces de mains posées à côté du dessin. Les enfants observaient longtemps ces dessins, posaient des questions aux anciens. Les histoires passaient de bouche en bouche et chaque génération répétait ce qu'elle avait appris sur ces énormes créatures disparues. Dans beaucoup de villages, les récits racontaient la force des mammouths, la peur provoquée par la vue des grands tigres à dents de sabre, ou la patience des paresseux géants. Certains disaient que, pendant les longues nuits froides, il était possible d'entendre le bruit des troupeaux qui traversaient encore la plaine ou d'apercevoir au loin une ombre vivante ressemblant à un géant ancien.
Personne ne savait si ces récits étaient vrais, mais tout le monde les respectait, car ils expliquaient le passé et aidaient à se sentir moins seul pendant les périodes difficiles. Les ossements servaient parfois à construire des abris plus solides, quand il n'y avait plus assez d'arbres ou de pierres. Des familles entières vivaient sous de grandes arches faites avec les côtes de mammouth recouvertes de peau. Le savoir-faire nécessaire à la fabrication des tentes et des outils était gardé précieusement par les anciens, transmis aux enfants les plus habiles. Quand on trouvait un grand os, on l'analysait avec attention pour décider s'il serait plus utile comme outil, comme abri ou comme objet de mémoire. Longtemps après la disparition des géants, les paysages portaient encore leurs marques. Les vallées creusées par les glaciers gardèrent la forme d'anciens sentiers de migration. De grandes pierres polies, laissées par la glace, dessinaient comme des chemins dans la terre. Les marécages, où reposaient de nombreux squelettes, servaient de point de repère aux groupes humains qui cherchaient un chemin sûr dans la nature renaissante. Les enfants apprenaient très tôt que la vie pouvait changer d'un jour à l'autre. Les histoires des géants leur montraient qu'il fallait toujours être prudent, ramasser ce qui restait, partager avec le groupe et ne jamais gaspiller. Beaucoup grandissaient en écoutant des légendes où la faim venait soudain, où la neige pouvait cacher les plus grands dangers, où il était vital de rester unis, d'écouter les anciens, de respecter les animaux même après leur mort. Dans les saisons où la terre devenait plus douce, de nouvelles plantes poussaient autour des anciens ossements. Parfois, des minuscules fleurs sortaient entre deux morceaux de crâne, ou une touffe d'herbe poussait à l'intérieur d'une corne fossilisée. Les groupes humains voyaient dans ces signes une façon de se souvenir des temps anciens, une preuve que la terre se souvenait de tout ce qui avait vécu ici. Certains os trouvaient une autre utilité. Ils servirent de repères pour s'orienter dans la plaine, de bornes pour marquer un territoire, de support pour les filets destinés à pêcher dans les rivières. Les morceaux trop abîmés étaient laissés là où ils étaient, protégés des pillards ou des animaux curieux par des pierres empilées ou des traces de teinture dessinées dessus. Les gens disaient alors que les géants protégeaient encore la terre, veillaient sur la vie, parce qu'ils avaient été là bien avant les hommes et que leur reste était chargé de force. Les abris construits à l'aide des os, des défenses ou des crânes anciens étaient particuliers. Ils offraient un refuge chaud et solide, mais ils rappelaient à chaque instant la fragilité du monde. Les plus petits écoutaient le vent souffler à travers les trous des vieux os, s'imaginaient les voix des anciens animaux et en grandissaient avec le sentiment que la force, le courage, mais aussi la prudence étaient des qualités essentielles pour survivre dans cette nature toujours changeante. Les peuples les plus sages tenaient conseil chaque saison pour discuter de ce qu'il fallait faire en cas de nouvel hiver trop long, en cas de famine, ou si la Terre bougeait encore comme lors de l'arrivée de la grande comète. Ils se réunissaient autour du feu, racontaient à voix basse toutes les légendes des glaciers, des migrations, des batailles. Les anciens rappelaient qu'il fallait observer le ciel, car d'autres dangers pouvaient venir de là-haut et que la Terre pouvait changer encore du jour au lendemain. Les enfants ne connaissaient pas les géants, mais apprenaient à les aimer à travers les récits, les objets conservés, les dessins et les chants. Beaucoup rêvaient de retrouver un jour une dent énorme, une corne perdue, ou bien de voir la trace d'un vieux pas dans la boue fossilisée. Ils apprenaient à reconnaître la forme particulière des os de mammouth, à écouter les explications sur le temps où les bisons géants faisaient trembler la terre. Certains groupes humains partirent parfois en voyage pour chercher des lieux où de vieux os se cachaient encore. Ils fouillaient la boue, écartaient la neige, vérifiaient les rivières après les grandes crues. Ces objets trouvaient une place importante lors des rituels. Certains étaient emballés dans des fourrures et remis à des enfants comme porte-bonheur, d'autres étaient déposés près des tombes anciennes pour protéger les esprits du froid et de la solitude. Les années passaient. Ceux qui avaient vu la dernière époque des géants racontaient de moins en moins. Les souvenirs s'effaçaient doucement, se transformaient en mythes, en contes, en images peintes sur des pierres ou chantées lors des fêtes. Mais la terre continuait de cacher les preuves. Doucement, sous la mousse, la glace, le sable ou la boue, comme pour dire à chacun que rien ne disparaît tout à fait,
que ce qui existe laisse toujours une trace, visible ou cachée. Avec le temps, de nouveaux enfants naissaient, grandissaient, apprenaient l'histoire du monde sans mammouths, sans tigres à dents de sabre, sans bisons géants autour d'eux. Pourtant, chaque pierre trouvée, chaque dessin vieux de plusieurs générations, chaque outil taillé dans un os très ancien rappelait que la Terre avait un passé très riche. Tout le monde comprenait alors qu'il fallait respecter la nature, car elle pouvait tout prendre, tout transformer, mais aussi tout donner à nouveau si on savait l'écouter et faire preuve de patience. La science, bien plus tard, est venue recueillir ces indices. Les savants commençaient à analyser les vieux os, comparer leur taille, regarder les endroits où ils étaient cachés. Ils cherchaient à dater, à comprendre comment vivaient ces géants, à savoir comment ils avaient disparu. Chaque découverte était partagée avec d'autres groupes, chaque trace confirmée par des fouilles, des tests, des observations précises. Les hommes prenaient des notes, dessinaient, gardaient les objets au sec pour mieux les étudier. Les fouilles des anciens campements humains montraient des outils fabriqués bien après la disparition des géants, mais parfois à partir de leurs os. On retrouvait des aiguilles longues, très solides, des pointes de flèches, des statuettes que personne ne savait vraiment décrire. Les villages à proximité gardaient un respect profond pour chaque découverte, comme si la mémoire des géants devait rester un lien fort entre le passé et le présent. Les histoires racontaient aussi que la grande catastrophe avait changé la vie des humains, que la faim avait obligé les familles à bouger, à laisser leurs terres, à inventer des vêtements nouveaux, à vivre de petites proies et de plantes. Les épreuves vécues étaient expliquées aux enfants comme une leçon. Il fallait rester fort, attentif, solidaire, ne jamais surestimer ses capacités, ni ignorer les signes de la nature. Après des centaines et des centaines d'années, la mémoire des anciens géants formait le cœur de l'identité de chaque groupe. Chacun savait où trouver les vieux os, comment les protéger des animaux ou des rivières, comment raconter les bonnes histoires quand le soir s'étendait sur la plaine. Certaines familles dessinèrent encore, de génération en génération, les silhouettes arrondies des mammouths avec de la terre rouge et du charbon noir, ou taillèrent dans la pierre des formes de dents énormes et de cornes recourbées. Même si plus aucun géant ne marchait sur la terre, leur héritage vivait dans chaque outil, dans chaque abri, dans chaque chanson douce offerte aux enfants avant de dormir. La nature, elle, continuait de changer. De nouvelles forêts naissaient, des rivières trouvaient de nouveaux chemins, des animaux différents peuplaient les champs et les collines. La vie reprenait, toujours fragile, toujours attentive aux caprices du climat, mais plus forte parce qu'elle portait la longue mémoire de tout ce qui était arrivé avant. Le passage du temps avait transformé les histoires en conseils, les objets en souvenirs, les traces dans la terre en signes à lire pour prévoir l'avenir et mieux préparer les temps difficiles. Les familles, en se souvenant des géants, se souvenaient aussi de la force de la terre, de sa capacité à changer, de sa fragilité extrême et de la nécessité de respecter chaque pierre, chaque arbre, chaque être vivant. Les géants disparus n'étaient pas perdus. Ils étaient présents dans chaque mètre de terre fertile, dans chaque outil de pierre ou d'os, dans chaque récit murmurant à la tombée de la nuit. Les hommes continuaient à chercher, à écouter, à apprendre, à transmettre sans fin ce que la nature leur avait appris, à la fois sa grandeur, son mystère et sa fragilité. Cette mémoire, inscrite dans le sol, dans les cœurs et dans les histoires, guidait les pas des générations nouvelles, leur rappelant d'être attentifs, humbles et unis dans un monde en changement constant.